Après 3 semaines de silence, Linguisticae revient. Souvenez-vous, résumé ultra rapide, il avait fait un live où il a fait une sortie qui a fait énormément polémique, surtout dans les milieux de gauche, et il a subi un méga harcèlement et tentative de cancel, surtout du milieu de gauche et de ses propres collègues, ce qui a suivi de 3 semaines de silence radio. Il revient après 3 semaines sur toute cette affaire pour donner un peu plus de contexte, donner un peu plus de grain à moudre sur tout ce qui s'est passé, revenir également sur sa prise de position. Souvenez-vous, grosso merdo, c'était, je résume très très rapidement, si vous n'avez pas regardé la vidéo précédente, donc je vous invite à aller la regarder. Il avait dit, ouais bon, je vais pas partager les cagnottes pour les enfants à Gaza, ça rentre en concurrence directe avec ma propre cagnotte, et déjà que financièrement c'est pas compliqué en ce moment, voilà. Et il le disait aussi dans la vidéo précédente, beaucoup d'influenceurs font semblant de ne pas voir les cagnottes parce que ça rentre en concurrence avec leur propre cagnotte. Forcément, si tu donnes 10 balles pour Gaza, bah t'as pas donné 10 balles pour leur Tipeee respectif. Et il y en a beaucoup qui essayent, ils ont le cul entre deux chaises. Et aussi de l'autre côté, mais oui, mais il faut qu'on montre patte blanche et qu'on soit gentil vis-à-vis de la Palestine. Et de l'autre côté, ils savent qu'ils perdent de ce côté-là. Bref, ça a déclenché un scandale fou furieux. Il est revenu dans un live de 3h30, extrêmement intéressant de bout en bout. Évidemment, on ne peut pas regarder les 3h30 parce qu'on n'a pas que ça à faire, donc cette vidéo déjà va être très longue parce qu'il y a beaucoup de choses. Il va revenir sur les prises de position vis-à-vis de sa cagnotte, mais surtout sur le harcèlement monstrueux qu'il a subi de la part de la gauche, les mécaniques de fonctionnement également du côté de la gauche et du côté entrepreneurial de la gauche qui est extrêmement intéressante, et un point névralgique, parce que tous ces gens-là, et lui aussi, t'expliquent comment une société serait meilleure, parce qu'il fait du militantisme politique et de l'idéologie politique, il voit comment la société pourrait être améliorée, et en même temps, de l'autre côté, il t'explique qu'il est sous médicaments, sous anxiolytiques, sous benzodiazépines, qu'il a des problèmes de mémoire, qu'il a des problèmes d'anxiété, et tout ça, mais attention, il sait comment rendre une société meilleure. Et c'est ça qui est, entre guillemets, rigolo, parce que tous ces militants politiques ont, entre guillemets, les mêmes problèmes médicaux, si, et vision, et ce sentiment de sauveur de l'humanité. Bref, on est parti. Et merde, j'ai fait mon intro avec la petite caméra. Désolé, tant pis. Et j'ai la flemme de la refaire. Allez, courage. Attention, please. Donc, il revient un petit peu sur la concurrence de la cagnotte de la Palestine, mais il a raison là-dessus. Il y a quelque chose qui a disparu dans ce propos, écoutez. Mais globalement, ça faisait suite à un message qui était mis en spam dans le chat concernant une cagnotte pour un enfant du Yémen. Voilà, pour être tout à fait précis. Et j'ai dit, et je n'ai plus l'intitulé exact, qu'en gros, j'étais en concurrence avec les cagnottes de Gaza et du Yémen. J'ai parlé de concurrence, en gros, entre ça et le Tipeee, le financement participatif. Et d'ailleurs, dans l'essentiel de cette VOD, si mes souvenirs sont bons, et très honnêtement, je me suis pas réinfligé le fait de la regarder, mais je fais confiance à ceux qui l'ont revue et qui m'ont dit que finalement, ça permettait quand même pas mal d'apporter du contexte. C'est une VOD dans laquelle j'étais revenu sur les difficultés économiques du moment, en ce moment. Et c'est vrai que les difficultés économiques en ce moment sont assez présentes. On va y revenir. Il se trouve que l'extrait a choqué, ou à minima, en tout cas, il a interpellé pas mal de gens. Combien, je ne sais pas. C'est absolument difficile à juger, et ça, je vais y revenir. Toujours est-il que le lendemain matin, donc le mercredi, j'avais des centaines de messages d'insultes et de dénigrement me concernant sur mon téléphone en tant que notification, parce que j'ai une notification de Blue Sky sur mon téléphone et tout est parti de Blue Sky. Bon, déjà, ça confirme quelque chose, que Blue Sky, le fameux réseau des losers, on a fait plusieurs vidéos là-dessus, n'hésitez pas à aller les regarder. Bah, c'est tous les harceleurs qui ont quitté X, et tous les toxiques qui ont quitté X se retrouvent là-bas entre gauchistes. Et comme ils ont personne à attaquer, bah, ils attaquent dès qu'ils peuvent quelqu'un, même de leur propre camp. Ce sont des cannibales. Donc le plus gros du harcèlement et ce qui a mis le feu aux poutres, c'est Blue Sky. On va avancer vers 420. 420, c'est pas spécialement intéressant. Il explique comment reprendre après une polémique comme ça. En gros, est-ce que
il vaut mieux faire amende honorable? Est-ce qu'il vaut mieux faire un communiqué? Est-ce qu'il faudrait mieux continuer à faire comme si de rien n'était? Est-ce qu'il vaut mieux parler? Ben, bref, il développe un peu dessus, ce qui est assez intéressant, mais pas spécialement pertinent pour ici. Ici, il dit ceci. Et dans mon cas, très honnêtement, l'intérêt économique est censé me pousser très clairement dans la première direction. Parce qu'on a perdu beaucoup d'abonnés sur la chaîne, quand même, malgré tout, parce que j'ai été bloqué par plusieurs centaines de personnes sur tous mes réseaux sociaux. Alors, quand il dit qu'il était bloqué par plusieurs centaines de personnes, c'est beaucoup de gens de gauche, hein. Je vous rappelle que c'est quelqu'un qui s'identifie totalement à gauche, voire même extrême gauche. Et quand il dit qu'il est bloqué par une centaine de personnes, ce sont ses propres collègues, son propre camp politique. Et que bon, globalement, remettre une pièce dans la machine et que moi je la remette moi-même, ce n'est pas la meilleure des options. Et du coup, il dit qu'il a perdu énormément d'abonnés, mais il n'a pas perdu tant que ça d'abonnés, mine de rien. Ce qui serait plutôt intéressant, c'est de voir la prochaine grosse vidéo, est-ce qu'elle ferait à peu près le même nombre de vues ou pas. C'est plutôt ça, en fait. Parce que dans les je crois qu'il a même pas perdu 1000 abonnés. Hein. R2. Mais non. Et toi, Attends, je veux juste voir. Voilà, Linguisticae, voilà, il fait 400 000 vues par mois à peu près. C'est surtout les lives hein, qui font... Voilà, il a perdu 1000 abonnés. Ça va. Sur une chaîne à 450 000 abonnés, ça va. Ça va. Il va survivre. L'intérêt, c'est de voir s'il continuera à faire le même nombre de vues. C'est plutôt là. Si jamais on pense intérêt économique, je pense très clairement. C'est une discussion que j'ai eue avec certains créateurs là-dessus. Hein. Pour revenir de cette discussion, à 9-10, on va avancer à 9-10. À 9-10, il dit ceci. Aux gens que je connais dans ce milieu-là et en qui j'ai confiance. Pareil, si vous regardez l'intégralité de son live, je vous invite à le regarder parce que c'est vraiment très pertinent. Il y a plein de choses qui sont très pertinentes. Il parle bien. Linguisticae, qu'on l'aime ou pas, moi, ce que j'apprécie avec lui, c'est qu'il parle bien, d'un ton un peu placide et museau, mais c'est très intéressant, c'est très développé. Qu'on soit d'accord ou pas avec les argumentaires qu'il apporte, c'est agréable à écouter. Et ce que je voulais dire par là, là où c'est intéressant, c'est d'aller lire son chat aussi. Parce qu'il s'en mange aussi des sacrés claques de sa propre communauté. Ce qui a clairement heurté, c'est le mot concurrence. Voilà. Clairement. Donc il dit, voilà, ce qui a heurté, c'est vraiment d'utiliser le terme concurrence entre sa cagnotte Tipeee et Gaza. Honnêtement, et là je joue, vraiment j'essaie de jouer la carte de l'honnêteté. Hein, pour des questions. Non, franchement, 3h21 de live, moi c'est passé crème. Hein. Je faisais autre chose à côté et c'était très intéressant. De cohérence personnelle, parce que, bon, bref, peu importe. Je ne pensais pas que ce mot pourrait être source de problème. Très honnêtement. En fait, vous avez été beaucoup à percevoir visiblement le mot comme violent, comme c'est un mot de droite, un mot de l'ennemi en fait. Voilà, donc concurrence, c'est un mot de droite, un mot de l'ennemi. Je ne sais pas si vous voyez le niveau de psychose et de psychotisation. Moi, ça me rappelle un peu quand j'ai discuté avec Punisher. Punisher, pareil, c'est un woke qui s'assume pas. Et il a des mots trigger qu'il n'a pas le droit de prononcer, sinon il y a une couille qui saute. Il veut ding, 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 ding. Et bien là, c'est pareil. Tu dis concurrence, c'est un mot de l'ennemi, c'est un mot de droite. Tu n'as absolument pas le droit de le prononcer. Et donc, il essaie de se justifier pendant des dizaines de minutes à aller chercher la définition, l'étymologie de concurrence, la définition, et à le mettre dans plein d'exemples. Et il se trouve que moi, je vois ce mot pour ce qu'il est, c'est-à-dire, dans un sens large, on parle aussi de concurrence en jardinage pour les plantes, on parle de concurrence pour les animaux dans une niche écologique. Voilà, donc dans les plantes, on a le droit d'utiliser concurrence, dans le jardin. Et après, il part vraiment sur des dizaines de minutes sur qu'est-ce que c'est la concurrence et tout le bazar, c'est pas que gna 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 gna. Bon, il essaie d'expliquer aux gens que la concurrence peut avoir plusieurs définitions. Ce n'est pas uniquement le mot de droite pour problématique et ce genre de choses. A été très négativement pris, presque de manière insultante d'ailleurs, et même insupportable dans le contexte. Et ça, je suis désolé, franchement, de ça. L'intention n'était pas du tout de blesser les gens, vraiment. Vraiment, j'insiste là-dessus. Alors, déjà, alors, sur la question du fond, on va y revenir. Déjà, je parle de la question de forme, parce que j'ai beaucoup été attaqué sur la forme.
Donc sur les questions de fond, on va y revenir après. Vraiment, il y a un propos. Je ne vais pas vous mentir, je vous l'ai dit, hein, j'ai un document sous les yeux, j'ai essayé vraiment d'être synthétique et toutes les questions que vous êtes en train de vous poser, tout ce que vous êtes en train de lever, on va y passer. Donc, tranquille. Alors, attends, c'était à 14. Donc, fait, c'est que tu m'as dit. Avancé à 14. Là-dessus, tu provoques le pensée, je sens que ça va être. 14, j'ai écrit quoi? Concurrence de la générosité. Je Oui, pense ça que c'est important quand même de le souligner et de le lever. Maintenant, sur le propos global. Sur le propos global, le fait que oui, mais le fait que tu serais en concurrence sur la charité, etc., c'est dégueulasse de le penser, c'est dégueulasse de le dire, etc. En fait, bah du coup, très honnêtement... Et là, je suis totalement d'accord avec Linguisticae. L'idée que la solidarité ait des limites, et que le public sollicité soit extrêmement sollicité en ce moment par tout un tas d'actions, et que les personnes arbitrent ce qu'elles relaient et ce dans quoi elles donnent, et le fait qu'il du coup il existerait, je reprends le mot, je suis désolé, une concurrence, de fait, entre les différents acteurs sur la générosité des gens, ça vous a heurté aussi pour beaucoup. La question, très honnêtement, c'est qu'aujourd'hui, ça m'a mis le doute, pour être tout à fait honnête, mais la question, c'est de savoir, est-ce que j'ai tort de le penser? Est-ce que j'ai tort de le dire? Ou est-ce que j'ai tort de le dire avec les mots qui ont été utilisés pour le dire? Voilà. Et après, il va faire de la branlette intellectuelle sur les 3 trucs. Alors, si j'ai pensé ça, gna 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 gna, si j'ai gna 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 gna. Là où il a raison, il va revenir un peu plus loin, c'est que il a raison. Il y a une concurrence de la générosité, il y a une véritable concurrence dans le charity business. Et on l'a vu, nous, avec notamment avec des streamers qui avaient appelé au don pour la Palestine. Et à un moment, il y avait d'autres streamers qui avaient expliqué, ouais, mais dans les streamers d'en face qui appellent pour la Palestine, regardez, il y a que des blancs. Nous, on va faire un streamer entre nous. Et du coup, ils sont entrés en concurrence pour les dons. Et il y a de la concurrence dans la charity business, énormément, énormément. Et c'est du marketing, c'est devenu du marketing. Il en parle un peu après, mais il y a les éléments de langage et de la politique, il y a du marketing là-dedans. Le truc, c'est que les gens détestent qu'on leur dise la réalité des choses et le factuel. Ils vont dire, non, tu fais le jeu de l'extrême droite. Non, c'est juste factuel, en fait. Mais on va avancer un peu. Là où c'est très intéressant, c'est plutôt ça. Écoutez ça. On fait un stream avec Clément pour la vidéo sur l'arabe, existe-t-il un arabe de France? Et la vidéo ne sortira pas. Et là, il y a eu quelques messages d'insultes dans le chat. Donc là, il y a des moments où d'ailleurs Clément prenait la parole. Alors que lui n'est au courant de rien à ce moment-là. Lui, il vient parler de son travail sur la chaîne Linguisticae et sur le script qu'il a écrit en grande partie sur l'arabe en France. Et ça occupe une partie de l'espace. Donc forcément, là, voilà, bon. Et le lendemain matin, comme je vous disais, des centaines d'insultes, des propos dénigrants, assez difficiles à vivre très honnêtement, et comme Et ce qui est fou aussi, c'est qu'on ne se rend pas compte du niveau de harcèlement et de violence qu'il a subi, parce que c'est des milieux de gauche qui sont très opaques, et si vous n'êtes pas dans ces milieux de gauche, vous ne vous rendez pas compte de la violence stratosphérique qu'ils peuvent subir entre militants. Et la plupart ne veulent pas en parler, parce que ça fait le jeu de l'extrême droite et ils passent pour des cons. un malheur, et beaucoup se taisent. On n'arrive jamais seul. Il se trouve que j'étais en sevrage de benzodiazépine depuis 3 jours. Et en sevrage, quand je vous dis en sevrage, c'est en fait un non-sevrage. J'étais en syndrome de sevrage. Puisque... Voilà, il est en sevrage de benzodiazépine. Alors attends, la benzodiazépine, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est pour l'anxiété, je crois. Bonjour, j'ai un vidéaste qui explique qu'il est en sevrage de benzodiazépine. Tu peux me résumer vite fait, c'est quoi? Je crois que c'est un truc pour l'anxiété. Ouais, c'est ça. La benzodiazépine, c'est une famille de médicaments souvent prescrits pour l'anxiété, les troubles du sommeil ou les crises d'angoisse. Elle agit en calmant le système nerveux, exemple Lexomil, Xanax, Valium. Le sevrage, c'est quand on arrête d'en prendre après en avoir pris longtemps. Sauf que le corps et le cerveau peuvent être devenus dépendants. Donc l'arrêt provoque souvent des symptômes violents comme des insomnies, des angoisses extrêmes, des tremblements, des douleurs, des crises de panique, des hallucinations parfois. Le sevrage doit se faire progressivement et souvent sous suivi médical, sinon c'est très dur. Donc voilà, ça commence des hallucinations, des crises de panique, des tremblements, des angoisses extrêmes. Et donc c'est ces mêmes personnes qui te disent « Le danger, c'est l'extrême droite! On va mourir! Vite! Il faut qu'on aille dans les tranchées! Ils sont de retour! C'est bientôt le 4e Reich! Ah !»
Il faut que Mélenchon passe. Tiens, d'ailleurs, en parlant de Mélenchon, après, il va en parler. J'espère que je l'ai time-codé. Mais à un moment, il discute avec un influenceur de gauche qui lui conseille des choses pour sortir de la crise. Et un des conseils, c'est de dire du bien de Mélenchon au moins 3 fois par semaine, et après on le laissera tranquille. Et il dit, moi, rien à battre de Mélenchon, mais je dis du bien de Mélenchon 3-4 fois par stream. Je peux dire n'importe quoi derrière, ils s'en battent les steaks. C'est incroyable. La strate de fou. Je voudrais peut-être faire pareil. Mélenchon est quand même beau gosse. Il a quelque chose dans le regard. Il a les yeux bleus. Il est quand même beau gosse. Il a du charme. On va pas se mentir. Ça marche? Que les benzodiazépines ont cette fâcheuse tendance à rendre amnésique. Ce qui fait que j'ai loupé. Et aussi, donc ça rend amnésique aussi. On a l'amnésie dedans. Le rendez-vous chez le médecin pour renouveler l'ordonnance. Donc je suis passé de 3 médicaments par jour à 0. Et là, c'était le 3e jour sans et c'était un peu raide. Et donc voilà, au moment où il a fait le live, il était à 3 jours sans benzodiazépine. Donc en gros, le truc c'est que le benzodiazépine, ça a l'air d'être un médicament très très puissant. Donc ça peut lui servir d'excuse. Voilà, il était plus sous médicamentation. Mais du coup, tu te dis, mais est-ce que ce mec devrait avoir le droit de parole et d'expliquer la vie à des militants et la politique et la société à des gens quand tu as autant de problèmes psy au final et que tu as un dérèglement de la réalité, une altération de la réalité. Le même jour, j'ai reçu un courrier de l'IRSEC, un courrier d'huissier de majoration me réclamant 1 400 € à payer dans les 30 jours, alors que j'avais 11 € sur mon compte. Donc, autant vous dire que et aussi, il est à la dèche financièrement. La journée était bonne. La journée était bonne. Je vais te répondre spaghetti bolo parce que c'est important et en fait je fais une parenthèse là-dessus. Je crois ce qui est reproché c'est le fait qu'il y aurait un refus et un strike systématique des canons dans le chat. Alors ce n'est pas le cas. Figurez-vous que la plupart des créateurs à qui j'ai parlé de ça m'ont conseillé de bloquer les liens dans le chat et c'est ce qu'ils font eux-mêmes chez eux. On demande de se bloquer. Quand tu commences la journée avec une centaine d'insultes et de propos dénigrants, tu comprends très vite qu'il y a une machine qui s'enraye. Et à ce moment-là, toute ma vie est passée au peigne fin. La moindre miette a été agrégée à la sauce de départ, le moindre vieux truc d'il y a... Et là, il explique vraiment ce que moi je subis et d'autres subissent, c'est-à-dire qu'ils veulent détruire quelqu'un, mais ils n'ont rien. Parce que Linguisticae, qu'on l'aime ou pas, il est gentil en fait. Il n'a pas un mot plus haut que l'autre, il a juste des opinions, qu'on est d'accord ou pas, mais il n'est pas violent, il n'est pas harcelant, il n'est pas vulgaire, il n'y a rien. Et donc, quand t'as rien, eh ben, ils vont chercher la moindre petite virgule à gauche, à droite. Le moindre sous-entendu, puis ils vont grossir le trait en mode « Ah, t'as vu ce qu'il a pensé, là, il s'est contredit ?» Et à côté, t'as des gens qui appellent au harcèlement, à l'intimidation, qui idoxent, qui sont hyper vulgaires, hyper violents, hyper menaçants. On leur passe tout. On va même faire des lives de 2 heures en disant « Ouais, mais tu vois, je peux comprendre qu'il est un peu fatigué, tout. Moi, je le soutiens quand même. » et qui vont adoucir les propos. Et derrière, ils vont tabasser pendant des heures et des heures un mec pour une virgule de travers. Et là, je me mets à la place de Linguisticae parce que je comprends totalement ce qu'il subit. 6 mois, la moindre phrase d'il y a 3 ans, tout se retrouve dans le même bol. Il y a des gens qui sont allés épier toutes les VOD, tous les clips de la chaîne pour trouver la petite miette à rajouter, histoire de bien pouvoir durer et de bien pouvoir capitaliser aussi sur ce moment-là. Et c'est la raison pour laquelle, c'est pourquoi je dis ça, c'est la raison pour laquelle j'ai masqué le montant sur Tipeee. Pourquoi? Puisqu'à chaque fois qu'il y avait un nouveau nom qui n'avait au passage rien à voir avec la sauce, puisque ça avait à voir avec la vidéo sur l'arabe l'arabe de France, on m'envoyait un message pour me dire « Ah ben bravo, ça l'enculé, ça capitalise sur les morts à Gaza ». Et à chaque fois que je perdais un tipeur, puisqu'on en a perdu, ça me disait ah ben chez grosse merde, bien fait pour ta gueule, j'espère que la prochaine fois tu fermeras bien ta gueule. Donc au bout d'un moment, pour éviter d'avoir ces va-et-vient de messages, j'ai masqué le montant qui d'ailleurs est repassé publiquement aujourd'hui. Il l'a remis publiquement, attends. Et du coup, on avait dit qu'il était quoi, 3 000, 4 000 € à peu près, on avait estimé à peu près au vu du nombre de tipeurs. À 3 690 €, ça va. Après, je vous rappelle, il a une société, des salariés. Des salariés, hein, pas des prestataires, des salariés qui ont un salaire tous les mois. Avec 3 600 €, tu vas pas loin. Hein. En tant que société, tu vas pas loin. Après, il a d'autres trucs. Il a des petites OPSP, il a tout ça. De toute façon, ce que j'aime bien, pareil avec Linguisticae, c'est qu'il est très transparent sur son bilan comptable. Et il fait des vidéos sur le bilan comptable très précis. Donc tu vois à peu près ce que ça donne.
Arabe du futur au lieu d'Arabe de France, le gros lapsus. C'est même pas un lapsus, hein, tu sais, Arabe du futur, c'est une BD qui est très très célèbre. Et je pense que, vu la fatigue, pareil, ce qu'il faut pas oublier, hein, les gars. Les gars, ils disent, pareil, ce que je vais vous dire, c'est ce qu'on m'a souvent dit. Ouais, franchement, avec Punisher, c'était pas ouf, tu cherchais tes mots, tout ça, c'était pas très fluide. Les gars, oubliez pas que là, on est tous sous une canicule de fous furieux. On est tous très fatigués. Tous. Ok. Vous allez me dire, ouais, mais dans le BTP. Oui, non, mais je sais. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. On est tous très fatigués, avec des manques de sommeil, avec ce qu'il a subi et tout ça. Voilà, de sauter sur Arabe du futur au lieu d'Arabe de France, c'est pas un gros lapsus si gênant que ça, au final, de mon côté. Voilà. Oui, donc on est dit quoi? Il est presque à 3600 euros. Pas mal. Moi, je suis à 200 euros, je crois, mon Tipeee. Personne ne donne sur mon Tipeee. Bon, après, c'est pas grave, hein. Mais je crois que c'est ça. Pardon, 170 euros. Ouh. Moi, j'en fais jamais la promo. Pour autant, il y a eu un espèce de paradoxe que du coup, la question directement a été de est-ce qu'il faut que je supprime la VOD? Est-ce qu'il faut que je la retire? Moi, j'ai décidé que non. Je pense que les propos de la VOD, en l'occurrence, m'apportent plus de crédit qu'ils ne m'en retirent. Et dans le moment où si je décide de retirer la VOD, ne subsistera de ce moment que 30 secondes de vidéo qui circulent partout et pas 1h10 de propos. En l'occurrence, bon, évidemment, la plupart des gens n'ont pas du tout été regarder la VOD. Elle a été votée en masse, elle a fait beaucoup de vues. Enfin, beaucoup Mais de vues. c'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'il est aussi très factuel et très logique. Là, ce qu'il dit, c'est extrêmement pertinent et c'est extrêmement intéressant. Si vous êtes dans une sauce un peu de drama tout ça, ce qu'il dit, c'est extrêmement pertinent et c'est très intéressant. 2000 vues en réalité de plus que ce qu'elle avait actuellement, c'est pas non plus énorme. On constatera par contre que le watch time est extrêmement faible et a chuté en flèche. Ce qui veut dire que les gens ne sont juste venus, sont restés 10-15 secondes, ont masse downvote, ont posté leurs commentaires très insultants et sont repartis. On constatera d'ailleurs que la chaîne de VOD n'a pas du tout perdu d'abonnés. C'est-à-dire que tous ceux qui sont venus réagir n'étaient pas abonnés à la chaîne de VOD. C'était laquelle? C'était celle-là, Par contre, on a perdu quasiment 1 millier d'abonnés sur la chaîne principale Linguistica, on va y revenir, parce que les gens ne savaient même pas que les propos étaient tirés d'une VOD. Donc ça s'est un peu perdu dans le... Alors c'est celle-là? Je sais même plus si c'est celle-là. Non, des primaires à gauche, non, c'est pas celle-là. Et c'est laquelle? Je me rappelle même plus c'est laquelle. Ah, 23 000. Ah bah peut-être là. Ah non, ça c'était avant, ça c'était encore le. C'était même pas la première VOD. Ah si, si, c'est ça, je crois. Désolé, mais faut qu'on parle, je prends des risques. Oui, c'est par rapport à la. Oui, mais c'est ça, c'est ça. 23 000 vues. Voilà. 500 pouces bleus, 500 pouces rouges. 1 heure de On est VOD. déjà passé par là. Et c'était là. Dans la suite en fait. On va avancer à 24-20. 24-20, c'est là où il parle d'un truc très intéressant par rapport à ces histoires de cagnotte de Gaza, c'est que les gens oublient un truc. C'est dans le chat. Très rapidement, la notion de conflit du Yémen, dans toutes les critiques qui m'ont été faites et dans toutes les À la base, c'était un partage pour une cagnotte pour le Yémen. attaques qui m'ont été faites, a complètement disparu. Donc moi, dans le propos, je parle des cagnottes du Yémen et de Gaza, parce qu'en ce moment, c'est beaucoup des cagnottes de Gaza qu'on demande de relayer, mais il y a des cagnottes du Yémen aussi, parce que figurez-vous qu'il y a une guerre. Imagine comment il pourrait devenir encore plus pragmatique et factuel si on lui retirait le logiciel Woke de sa tête. Oui. C'est pour ça aussi qu'ils sont tous sous médicamentation. Hein. Parce qu'en fait, ils sont intelligents, ils ont une colonne vertébrale, ils ont un cerveau, mais ils sont contre leurs propres convictions. Ils essaient de s'auto-persuader d'un truc qui est totalement en dehors de la logique et de leurs propres convictions. Et du coup, ils tombent tous en anxiété, en détresse, ils ont besoin de Lexomil, de Valium, de benzodiazépine et ce genre de choses, parce qu'ils luttent contre leur propre cerveau et leurs propres convictions. Guerre au Yémen actuellement, et d'ailleurs, c'est une catastrophe ce qui se passe au Yémen, hein, mais tout le monde s'en fout parce qu'en face, c'est pas des juifs. vous ne le saviez peut-être pas, on en avait parlé une fois ici, et la France s'est même proposée, à un moment, elle s'est même demandé si elle n'allait pas intervenir avec la Légion étrangère pour sécuriser notamment les actifs de Total, tout en continuant de défendre l'Arabie Saoudite qui bombarde allègrement les civils là-bas, et où il y a actuellement, on peut utiliser le terme, de génocide et une famine. Le fait que le Yémen ait complètement été oublié peut interroger. Moi, je sais. Très honnêtement,
de la part de ceux qui sont venus me chercher des poux dans la tête sur des questions de moralité en me disant qu'eux, ils valaient mieux que moi parce qu'ils se souciaient des enfants à Gaza, alors que c'était une cagnotte d'un enfant du Yémen quand même à la base qui a été postée dans le chat. Ça, c'est honnêtement. Honnêtement, il a raison, linguistique. Qui a entendu parler les gauchistes du Yémen? Ou même du Niger hein, récemment? Ou des Ouïghours? Non, moi, j'avais même pas relevé, je voulais même pas forcément d'ailleurs l'aborder, mais il y a plusieurs personnes qui me l'ont dit, ils m'ont dit, c'est quand Ah oui, c'est un génocide au Yémen. Hein. C'est une catastrophe au Yémen ce qui se passe. même chaud, c'est Ah, on peut demander à ChatGPT. Hein. Tu peux me faire un résumé très bref sur la situation au Yémen et pourquoi on parle de génocide? Le Yémen est ravagé depuis 2014 par une guerre civile opposant les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran, pardon, au gouvernement yéménite, soutenu par une coalition menée par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Ce conflit s'est transformé en guerre par procuration régionale. La coalition saoudienne a mené des bombardements massifs sur des zones civiles, hôpitaux, écoles, marchés, causant des dizaines de milliers de morts. Le blocus imposé par la coalition a empêché l'accès à la nourriture et à l'eau et aux médicaments, provoquant une famine de masse et des épidémies. L'ONU parle de la pire crise humanitaire au monde, avec près de 400 000 morts, directs ou indirects. Certains experts évoquent un génocide par négligence ou stratégie, car les attaques semblent viser délibérément les moyens de survie de la population. Vous en avez entendu parler? Personne. Personne. Et là, les gauchistes défendent l'Iran. Et ça les fait chier. C'est comme là en face, c'est pas des juifs. Le Yémen, c'est. Alors, il n'y a pas de gravité dans la guerre entre Gaza. On va pas concurrencer Gaza, Palestine, Yémen et tout le hasard. C'est des grosses guerres. Mais Yémen, c'est presque. Ouais, c'est plus violent que ce qui se passe en Palestine. Hein. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. quand même chaud. Parce que pourquoi c'est chaud? Parce que du coup, dans la tête de certains, je suis devenu un pro de Sahel. Je suis devenu un pro de Sahel, un anti-Gaza, contre les dons de machin. Mais en fait, si vous voulez donner aux cagnottes de Gaza ou à Médecins sans frontières pour le travail qu'ils font. En gros, si vous voulez donner, donnez. Hein. Moi, voilà. Écoutez la suite. Sur les attaques gratuites, moi, je vais revenir sur celles qui m'ont heurté le plus, très honnêtement, puisqu'il y a quand même des réflexes qui, même quand elles viennent d'une population qui se pense de gauche, questionnent. J'ai été accusé de défendre le viol. C'est bien. Quand t'as que des gamins dans une communauté complètement décérébrée, ils vont tout mélanger. Donc là, tout ce qu'il a dit, maintenant, il est accusé de défendre le viol. Maintenant, il y a des narratifs de partout, c'est qui commencent à monter. Tout ça, c'est la gauche. Hein. Parce que quelqu'un m'a confondu avec Astronogeek. Il y a un mec sur Blue Sky, je pense, il l'a confondu avec Astronogeek. Vous vous souvenez, Astronogeek, pour la gauche, il défend le viol, ce qui est complètement débile. Et le propos a été relayé sans être questionné. Voilà, et le propos est relayé. Non, je ne défends pas le viol conjugal. Et ils vont juste dire, non, mais les preuves sont sur Internet, ta gueule. Ah ouais, tu le défends. Tu lui dis, mais non, mais c'est pas ce qu'il dit. Ah ouais, tu le défends. Ok. Et du coup, t'as même pas le droit de prendre du recul, de la nuance ou d'aller chercher des preuves. Hein. C'est la mère patrie dit que tu dois détester ça, qu'il y a des preuves qui existent, mais ça sert à rien de les montrer. Et que si tu penses que peut-être on pourrait réanalyser... Non. Tu penses comme je te dis de penser. Je me permets de vous le rappeler quand même. J'ai été attaqué sur ma sexualité. Alors... Ça, c'est rigolo aussi. Autant parce que je suis un cis hétéro blanc, potentiellement LGBT-phobe, mais qu'est-ce que vous en savez? De toute façon, c'est un blanc cis hétéro patriarcal qui a une société, des moyens de production. Nous, à la gauche, on est tous des non-binaires, LGBT, trucs de fous furieux dans tous les sens. On n'est pas dans la norme. Nous, on est en dehors de la norme. Ces gens sont tellement en dehors de la norme. C'est comme... Moi, ça me rappelle l'époque des... Vous savez, l'époque de Tokyo Hotel. Les émos. Les émos. Oh, nous, on est en dehors de la norme. On rejette toute la norme et tout. Mais ils sont tous habillés strictement pareil, codifiés au poil de fion. Il n'y a pas plus mouton qu'eux. Là, c'est pareil. Qu'est-ce que vous en savez, en fait,
vraiment. Et j'ai été attaqué sur le fait que moi et ma femme, on fréquente le milieu libertin et BDSM. Parce que ça, c'est un truc de bourgeois. De la part de ceux, visiblement, qui ne le connaissent pas et qui, visiblement, font un peu exploitent des clichés qui sont très éculés. Alors, du coup, là, alors, j'ai peut-être un doute. Et là, il confirme qu'avec sa femme, ils voient ils font des trucs libertins et des clubs. Sur ce milieu et des qui clubs ne échangistes. connaissent absolument pas la situation de ce que c'est. Il dit non, mais c'est pas que les bourgeois qui vont là-dedans. Nous aussi, on y va aussi. Y a pas, c'est juste que vous connaissez pas. Du coup, il a peut-être rencontré Ercilia Soudet. Pensez-y. Ma femme a été impliquée, s'est retrouvée citée dans plusieurs tweets et plusieurs messages. Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Pourquoi l'un des réflexes quand il s'agit d'attaquer un créateur de contenu, c'est d'attaquer sa femme? Ah, sa femme, ses gamins et tout. C'est pratique de la gauche. Je ne comprends pas. Très honnêtement. Juste, je reviens sur la question d'aller en club, parce que du coup, oui, mais quand même, il va en club, il dépense tout son argent là-dedans. En gros, Donc, il va bien en club. Échangiste et libertin. Je savais pas que c'était un queutard linguistique. Il cache bien son jeu. Je savais pas que c'était un queutard. Comment tu peux aller en club, échanger ta femme, la prêter, en même temps parler pour une société meilleure, et en même temps expliquer qu'il faut être de gauche et que le danger c'est l'extrême droite, et en même temps avoir des angoisses et de l'anxiété, prendre du benzodiazépine et dire oh non, tu vois, j'irais bien en club, histoire de me vider un peu les pruneaux. c'est un pauvre qui sait mal gérer son argent, et c'est pour ça qu'il fait la manche. En fait, la dernière fois que je suis allé en club, c'était Halloween. C'était il y a 6 mois. On n'a plus les moyens d'y aller. Ça me tomberait jamais à l'idée avec ma femme. Ça te dit, on se fait une partouze? On n'a plus les moyens de sortir, donc on sort pas. Moi, c'est le communisme, on partage, on collectivise. Bonjour, camarade. Puis-je me servir de ta femme en jachère depuis 4 ans, s'il te plaît? je vois vraiment dans ce truc le fait de fliquer les pauvres qui sont pas assez pauvres. Vraiment, le reportage chez les gens qui disent qu'ils sont en galère de thunes et on leur dit, ouais, mais quand même, ils ont un iPhone et une télé. Est-ce que c'est vraiment là-dedans qu'on a envie de donner? Franchement, je trouve ça assez questionnable. Et quand bien même on sortirait une fois dans le semestre parce qu'on en a besoin, qu'est-ce que ça pourrait vous faire? Je pense que là-dedans, pour le coup, il y a vraiment du king shaming et de la moraline qui, franchement, me déplaît un peu. Oui, il y a des gens qui t'ont cité pour te défendre, mais en fait, pour expliquer la situation, mais à quel moment t'interviens dans cette histoire? Enfin, vraiment, à quel moment ton nom doit se retrouver dans les messages? Ah ouais. Je vous présente ma femme. Notre femme. Tu sais, avec l'espèce de Bugs Bunny, là. Notre femme. Ouais, bref, peu importe. J'ai été évidemment attaqué sur mon origine sociale. J'ai été attaqué sur mon origine géographique. J'ai été attaqué à base de va bosser, prends ma vie, parce que youtubeur c'est pas un vrai travail, évidemment. Puis les artistes n'ont pas de vrai travail, donc. Youtubeur, que vous le vouliez ou non, c'est un vrai travail. C'est pas un travail physique comme BTP ou ce que tu veux, mais c'est un vrai travail. C'est un travail du tertiaire. Enfin, vous pouvez pas défendre les artistes le matin en disant que je suis qu'un bandeur d'IA et que je veux la mort des artistes, et l'après-midi dire que je suis qu'un connard qui a un faux travail et qui doit retourner faire des sandwichs. Ce n'est pas possible. Il faut choisir la ligne. Les deux ne sont pas compatibles. Et notamment aussi sur dans la tête de beaucoup de gens, je suis un bourgeois et je viens de la bourgeoisie. Et on me dit, ah, s'il avait connu le boulot, s'il avait vraiment fait des vrais boulots dans sa vie, il saurait que, en fait, excusez-moi, j'ai commencé à travailler, j'avais 15 ans. Là-dessus, il a raison. Il a travaillé 15 ans dans des fermes et tout. Bon, il revient un peu sur sa vie. C'est très passionnant. Hein. Il a eu des expériences jeunes très très passionnantes, mine de rien, de ce côté-là. J'ai commencé à travailler mes parents m'ont envoyé en Suisse faire 60 heures semaine pour 2,50 € de l'heure, tout un été, j'avais 15 ans. J'ai failli mourir là-bas, j'ai failli tuer quelqu'un aussi, c'est une anecdote sur la chaîne secondaire. Moi, j'ai commencé à travailler très tôt puisque j'ai été abandonné par ma mère à 16 ans, puis chassé par mon père de chez moi. Je me suis retrouvé à vivre chez une tante. Il a fallu que je paye mes études que mes parents ont refusé de me payer. C'est quelque chose dont j'ai parlé ici très allègrement. Ce n'est pas la définition que je me fais de venir de la bourgeoisie. Pour le coup, vraiment bosser pour payer tes études, faire des 25 heures semaine pour ne pas pouvoir
suivre tes cours derrière et galérer comme un galérien de ouf, bah j'ai connu. J'ai connu et Ouais, on bon, est c'est en un train peu. de reconnaître ça à nouveau. 31-10, il dit ceci. C'est vrai qu'il n'y en a pas eu l'année dernière, parce qu'on est en train de changer, enfin, ça s'est mal passé avec le comptable, on est en train de changer de comptable, je rentre pas dans le détail, mais globalement, ce travail va être fait malgré tout, notamment sur les 2 premières années d'activité, qu'on va regrouper en une seule, parce que je vous fais pas le détail de pourquoi c'est la merde avec le comptable, en ce moment, ça se passe mal avec le comptable. Bon, bref, peu importe. Comptable que j'ai pris du coup en janvier 2000, comptable qu'on a pris du coup en janvier 2023, et là, dont on est en train de se séparer. Et on a mis 6 mois pour recevoir le bilan, etc. Bon, peu importe. Je gagne pas 3 000 € par mois. En fait, j'ai même fait le calcul pour vous, figurez-vous, en prenant en compte les 1 868 € de chômage que j'ai perçus du coup en janvier et en février. Donc il a perçu aussi du chômage en janvier et février. Pourquoi il a perçu du chômage? Par contre, j'ai pas compris. Donc 1 868 € au total. Hein. J'ai gagné 5 969 € en ne comptant pas l'IRSEC. Donc en fait à peu près 8% de moins en réalité qu'on va me réclamer au semestre prochain. En 6 mois. Donc je gagne un peu moins, j'ai gagné un peu moins de 1 000 € par mois là en 6 mois. Sachant que Il a connu les difficultés, tu peux comprendre qu'il décroche pas son club. Oui, après, chacun son truc. Hein. Moi, je préfère une Xbox. Je préfère décompresser dans ma Xbox que dans une nana, quoi. Ah, surtout quand, en plus, d'être marié, c'est très compliqué. Moi, je suis vraiment à l'ancienne. Hein. Moi, c'est, tu vois, il est là. C'est un peu, je veux dire, il y a une exclusivité là-dessus. C'est-à-dire que, voilà, euh, j'ai du mal. J'ai du mal. Ma femme, c'est pas un MMORPG, hein, c'est pas du PVP non plus. Donc, ouais, c'est ma femme perçoit 640 € de chômage à peu près, qu'elle est en fin de droit actuellement, on vit à deux avec 1 600 € en ce moment. On a compliqué. Hein. Ils ont beau vivre, ils sont à Fougères, hein, donc ils sont en Bretagne, mais 1600 balles à deux, compliqué. Hein. à peu près 1 200 € de prêt, pour ajouter l'électricité et la bouffe, on est dans le rouge. Très pragmatiquement. Voilà. Ça, c'est voilà. Ça, c'est juste qu'on soit clair sur les chiffres. Vraiment. L'extrapolation de revenus, selon moi, qui a été faite, notamment par des personnes qui étaient en mal de React et qui avaient à tout prix besoin d'expliquer que moi, je n'étais qu'un gros privilégié, gros riche, qui a envie à tout prix de détourner l'argent qui pourrait être destiné à l'humanitaire à Gaza. C'est quand même un peu le discours qui a été tenu à des moments, ce qui n'est absolument pas du tout ma ligne pour le coup. L'extrapolation des revenus qui a été faite à partir de ma situation en dit probablement plus. Mais dis, dans la campagne, tu vis correctement. Compliqué quand même. Sur ceux qui ont fait cette extrapolation et sur eux, leur vrai niveau de vie. 1200 € de prêt. Bah, je crois qu'ils ont acheté une maison, donc forcément, si tu as du prêt, je crois, hein, il me semble, hein, je crois qu'ils ont acheté une maison et du coup, ils ont un crédit sur, je sais pas combien d'années. Que sur que sur moi en fait, parce que il se trouve que dans une sphère du React, et ça c'est important de le noter, et d'ailleurs on va en parler dans une Merde, attends. vidéo prochaine qui a déjà été écrite avant d'ailleurs cette histoire, qui est la prochaine vidéo qui va parler de comment les images d'archives nous manipulent. Il se trouve que beaucoup de personnes qui évoluent dans le React peuvent, avec moins de 10 000 followers sur Twitch, avec une moyenne de viewers qui est située entre 100 et 150, dégager plus d'argent par mois que des personnes. Je me souviens de JDG qui parlait d'un club libertin à Fougères. À tout moment, c'est le même club. Bah, de toute façon, à mon avis, il n'y a pas 36 000 clubs à Fougères, hein, de clubs libertins. Mais oui, maintenant que tu fais la relation, effectivement. Mais il me semble qu'en plus, Joueur du Grenier, il avait réfléchi à le racheter. Il y a une planète, il y a une réalité alternée où JDG est patron d'un club libertin. Et Linguisticae est son VIP. Personnes qui font 1000 ou 1500 viewers. Pourquoi ils vont tous habiter à Fougères? Bah, tu sais, il y a eu Rémi Up et Cœur de Vandale au tout début. Et on fait une espèce de colloque avec pas mal de vidéastes à l'époque. Je sais plus comment s'appelait leur regroupement là, de vidéastes. Et a attiré pas mal de monde. Puis après, bah, y a d'autres personnes qui se sont agglutinées pour faciliter le fit et le fun. Et maintenant, il y a pas mal de monde à Fougères et aux alentours. Quoi. En fait, c'est contre-intuitif, mais le React, et notamment le React politique de gauche, induit, et notamment quand en plus ça surfe en permanence sur les dramas. Écoutez ce qu'il dit là. Écoutez ce qu'il dit, pardon. Notamment quand en plus ça surfe en permanence sur les dramas. Induit, le React, et notamment le React politique de gauche, induit, et notamment quand en plus ça surfe en permanence sur les dramas, une réalité économique qui n'est pas du tout celle de la plupart des gens. Ces
le React politique et surtout de gauche est extrêmement rémunérateur. C'est ça qu'il essaie de dire. Gagne beaucoup plus en nombre de viewers, si on ramène en nombre de viewers, que beaucoup de gens. Et ça, c'est quand même une donnée importante. En réalité, moi, même dans la vulgarisation, je ne sais pas combien de CA on est cette année. Je crois qu'on était à moins de 80 000 € de CA cette année. Pour vous donner une idée, là où on est monté à 120 000 € il y a 3 ans. Non, on avait objectif de monter à 100 000 € il y a 3 ans. Ça, c'est des chiffres que je vous donne au débeauté. En réalité, on a perdu 30% de notre chiffre d'affaires. Et c'est ça qui est dur. Hein. Quand tu as une société qui a 120 000 € qui tourne à peu près pas trop correctement et que d'un coup tu perds 30% de chiffre d'affaires, c'est compliqué. Quand tu as des salariés et tout, c'est très compliqué. En 18 mois. Notamment pour tout ce que j'ai déjà expliqué, le fait que le marché des OP est en train de s'effondrer, le fait que les subventions culturelles sont en train de se casser la gueule, le fait que les commandes sont en stand-by, etc., etc., etc. C'est vrai que les OPSP se cassent la gueule. Hein. Je trouve qu'il y a moins de matraquage d'OPSP qu'avant. À un moment, c'était Il insupportable. se trouve que... et là, ça recoupe avec une critique qui m'a beaucoup été faite. Il se trouve que j'ai une salariée. Il y a une salariée qui travaille. Il explique qu'il a une salariée, bah forcément, il explique que les autres influenceurs prennent des prestataires ou des contrats de service ou des choses comme ça. Lui, il a décidé de faire une salariée. Alors là, j'ai pas compris, il dit faire ceci. Une parenthèse là-dessus repose sur le fait que du coup, je suis patron. Et en plus, en réalité, ce n'est pas le cas. Ce n'est même pas moi le patron de ma société, donc en plus, ce n'est même pas vraiment le cas. Mais bon, ça peu importe, je ne vais pas rentrer dans les détails de les mandats de gestion, les machins, les trucs. Puisqu'en réalité, ma société est gérée par une autre société. Bon, bref, peu importe. Et ça, c'est bizarre. Ça, j'aimerais bien savoir plus, comprendre plus. Comment ça, sa société est gérée par une autre société, qu'il n'est pas vraiment patron de sa société, puisqu'il y a une société qui gère sa société. C'est bizarre. Ah oui, la suite de ça, elle est marrante. Les mandats de gestion, les machins, les trucs. Parce que du coup, en fait, ce qu'on lui reproche, là, ce qu'il essaye de se défendre, c'est que comme il est de gauche, il est beaucoup critiqué par des gens de gauche parce qu'il est patron. Il est patron d'une société. Et ça, c'est un truc de droite. C'est un truc que fait l'ennemi. Et donc, il essaie de se justifier sur le fait qu'il n'est pas patron. Tout en étant patron. Nuance. En réalité, ma société est gérée par une autre société. Bon, bref, peu importe. Je ne vais pas rentrer dans ce détail. Il se trouve que, bon, il y a quand même un lien hiérarchique entre moi et Léa. C'est vrai. Et du coup, il a une salariée. Donc, il a un lien hiérarchique. Et d'avoir un lien hiérarchique, c'est un truc de droite. Ah. C'est tout à fait vrai. Ce lien est contractualisé, c'est vrai, c'est un contrat de travail. Et nous, on a essayé de suivre l'inflation pour revaloriser son salaire. Je crois qu'on l'a revalorisé 2 ou 3 fois l'année dernière pour essayer de suivre l'inflation, même si on ne nous le demande pas, et même si ce n'est pas obligatoire, pour essayer de la maintenir dans des bonnes conditions de travail et dans des bonnes conditions de rémunération. Et du coup, elle n'est pas rémunérée au SMIC, vous l'aurez deviné. Et le fait est que une bonne partie du budget Linguistica, en fait plus de la moitié des revenus Linguistica aujourd'hui sert à payer Léa. Et le reste, moi, je me paye éventuellement une fois toutes les charges déduites. Et en fait, en ce moment, si au départ je pouvais me tirer à peu près 1000 balles par mois, en ce moment, c'est moins. C'est moins et c'est en train de baisser. Sachant qu'il n'est hors de c'est l'IA. Non, Léa. question qu'on licencie Léa. Le fait est que je vais quand même vous apprendre peut-être un truc. En fait, il ne faudra pas en être surpris, mais la plupart des créateurs de contenu, effectivement, n'ont pas de salariés. C'est tout à fait vrai. Précisément parce que ça les met, eux, dans une position de responsabilité contractuelle. Nous, le choix de faire du salariat est un choix. Moi, je suis allé contre le comptable et contre les conseils juridiques qu'on m'a donnés en la matière, puisque le fait d'avoir des salariés t'oblige à faire respecter leurs horaires de travail, à leur verser un salaire tous les mois, à leur prendre une mutuelle, à appliquer les congés, etc., etc. La plupart des créateurs de contenu sur Ah oui, c'est ça. Ça, on l'oublie. Hein. Putain, moi, pareil, j'ai dû prendre une mutuelle, j'ai dû... Enfin, il y a plein de trucs quand t'es salarié. Plein de trucs. On se rend pas compte, en fait, tant que t'es pas patron toi-même. Internet. Et je suis désolé, c'est pas pour saucer mon propre milieu. Non, c'est pas sa femme, c'est quelqu'un d'autre. Refuse catégoriquement d'avoir recours aux salariés, même quand ils ont des travailleurs réguliers, voire permanents. Ils ont massivement recours à la prestation de gens d'auto-entreprise. C'est un choix qu'on n'a pas fait. Ça ne veut pas dire qu'on n'y a jamais ponctuellement, on y a recours, évidemment, parce qu'on ne peut pas salarier tout le monde non plus, en l'occurrence. La plupart des créateurs de contenu ne sont pas patrons, ils sont en entreprise individuelle, personne avec qui ils ont de lien de hiérarchie, mais ils travaillent avec
plusieurs personnes, et ces personnes-là dépendent. Enfin, le lien hiérarchique, il existe malgré tout. Il existe juste qu'il n'est pas contractualisé, mais il existe. Et moi, me prendre des leçons, et c'est arrivé pendant cette période-là, de certaines personnes qui refusent de salarier les gens avec qui ils travaillent alors qu'ils en ont les moyens, moi, je trouve en l'occurrence, c'est plutôt un problème. Là, je suis totalement d'accord avec lui. Le nombre de personnes qui ont largement les moyens, qui refusent de faire des contrats, mais qui vont faire des prestations, c'est un problème. C'est plutôt un problème. Moi, je suis salarié de ma boîte. Je me verse un salaire. Alors, le truc, c'est que, oui, mais patron égale bourgeois. Est-ce que patron égale bourgeois? Est-ce que patron égale bourgeois? C'est l'agriculteur qui est patron de son agriculture, là. Est-ce que c'est un bourgeois? C'est pour ça que aussi les agriculteurs sont autant détestés par la gauche. Une partie de la gauche. Ce qui t'explique qu'ils sont propriétaires de leurs moyens de production. Et du coup, c'est des bourgeois. Là, pour le coup, on va rentrer dans une nuance un peu grise. Là, je fais une parenthèse, quand même une grosse parenthèse, parce que c'est des débats qu'on a eu aussi sur Discord, qui me paraissent importants. Oui, d'un point de vue de Marx, ceux qui possèdent les moyens de production... Ils sont obligés d'aller chercher Marx, quoi. Il faut peut-être le laisser dans sa tombe, Marx. On est en 2025. Le monde a changé. Sont des patrons. Dans un contexte d'industrialisation et dans un contexte où c'est essentiellement le secteur industriel qui était ciblé. Oui, c'est vrai. C'est la définition marxiste de ce qu'est la bourgeoisie. Et là, en l'occurrence, pour avoir étudié un peu le sujet, je me permets d'en parler. Il se trouve que considérer que quelqu'un qui ouvre une entreprise et qui peut avoir des liens hiérarchiques plus ou moins tacites d'ailleurs avec d'autres personnes aujourd'hui dans le secteur tertiaire, donc notamment essentiellement dans le secteur culturel et dans le secteur... On va faire blablabla sur Marx, c'est pas spécialement pertinent, ça dure des plombes pour essayer de faire comprendre aux gens que être patron, c'est pas forcément bourgeois. On va avancer. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder la rediff. Pelou. Vous n'êtes, en tant que public, je vous le dis, hein, vous ne pouvez pas deviner vraiment qui est ami avec qui. Donc là, il va revenir sur un passage qui est très intéressant aussi. Les gens pensent que tel et tel vidéaste, c'est des gros copains, ils s'adorent. Tel ou tel vidéaste, ils se détestent. Du coup, si lui, il aime lui, bah, je vais aller m'abonner à lui parce qu'ils sont super copains ensemble. Ah, mais si lui, il aime pas lui, je vais aller me désabonner de lui parce que moi, j'aime bien lui. Il revient là-dessus. Et en fait, vous pouvez pas savoir qui est ami avec qui et qui déteste qui. Parce qu'entre ce qu'il donne devant la caméra et ce qui se passe derrière la caméra, des fois, il y a un epic split of Jean-Claude Van Damme. Et qui n'est pas ami avec qui. Vous ne pouvez pas. Il y a des gens que vous détestez qui sont amis avec des gens que vous adorez. Il y a des gens que vous adorez qui se détestent entre eux. C'est pas qu'une question d'intérêt. C'est pas qu'une question d'idée politique. Ce sont aussi des rapports humains. Après, c'est l'opacité qu'entretiennent les créateurs. Mais les créateurs n'ont pas... Et d'ailleurs, on l'exige pas. Par exemple, vous n'allez pas voir Vincent Cassel et dit « Fais-moi la liste de tous tes amis dans le milieu, fais-moi la liste de tous les gens que tu détestes dans le milieu. » C'est juste que le parasocial est beaucoup plus fort sur Twitch, et donc vous pensez avoir un devoir d'exigence, d'opacité sur les relations personnelles que les créateurs peuvent entretenir entre eux. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas, en fait. Alors, c'est pas opacité, je crois que c'est transparence qu'il voulait dire. Vraiment. Donc voilà. Les cagnottes des enfants palestiniennes qui doivent payer les salariés des banques la cagnotte français sont en concurrence avec toi, Miskin. Miskin, la cagnotte du Yémen. Hein. Bon, désolé, hein, c'est un peu... Là, c'est juste que depuis tout à l'heure, ça spam des messages en rapport au bout d'un moment. Le Yémen, vous l'avez bien oublié dans l'histoire, vous aussi. Ça vous arrange, hein, franchement. J'aime bien quand ça vous arrange, hein, franchement, vous l'avez bien, vous l'oubliez, le Yémen. Hein. Ensuite, il explique que... Ah oui, on va zapper ce passage. Il explique que... vous avez juste envie de taper sur des gens, vous avez pris le train en marche sur Blue Sky et en avant Guingamp, vous vous en foutez en fait, que ce soit le Yémen, la Palestine et tout ça, c'est juste, on va aller taper sur quelqu'un. J'ai été comparé quand même à cet évidemment, bien sûr aussi, il y a le mot « maintenant je suis problématique ». Et maintenant, il est jugé problématique par ces gens-là. Parce que... ah oui, évidemment, bien sûr aussi, il y a le mot « maintenant je suis problématique ». J'ai été comparé quand même à cet égard avec Dany. Attends, des fois, tu sais, t'as des commentaires comme ça. Il y a des gens qui vont dire oh, vous avez vu la vidéo de Psychodélique? Il est d'accord avec Linguisticae. C'est son pote maintenant. Je préchote les commentaires.
Si t'es d'accord sur n'importe quel petit argument un peu à gauche à droite, on dirait, ah, il a raison, c'est ton pote. Regarde, Punisher m'a fait faire un interrogatoire de presque 1 heure et demie. Alors, t'es pote avec Astérion? Hein, t'es pote avec Astérion? T'es d'accord avec lui, hein? T'es d'accord avec lui? T'es pote? T'es pote? Dis que t'es pote. Hein, t'es pote? Hein, t'es pote? Et la pauvre Elsa. La pauvre Elsa. Personne pense à son petit cocoro à la pauvre Elsa. C'est un peu ça l'idée. C'est du wokisme et du gauchisme. Danny Caligula et avec Léo Grasset. Ah oui, attends, écoutez ça. J'ai été comparé quand même à cet égard avec Danny Caligula et avec Léo Grasset. Si je peux me permettre, la casse problématique, elle est un peu large. Il a été comparé à Danny Caligula et Léo Grasset, hein, qui sont accusés de VSS, et avec des comportements extrêmement toxiques et extrêmement graves. C'est bon, on peut rajouter linguistique à il n'y a aucun souci là-dedans, il est pareil. Il n'y a aucune nuance. Aucune nuance. Ça ferait pas de mal quand même de la resegmenter à l'intérieur. Je n'ai violé ni agressé sexuellement personne, hein, vraiment. Faire Léo, Danny et maintenant lui, je fais d'accord, mais quel rapport? Enfin, désolé, hein, mais pour le coup, vraiment, quel rapport? Donc le truc, c'est... Et c'est ça la gauche. C'est ça le wokisme et c'est ça la gauche. Ils n'ont rien à battre de la réalité, ils en ont rien à battre des faits. Et ils se le mangent en pleine gueule, hein. Ils se le mangent en pleine gueule. Mais non. Que l'agrégation de toutes ces critiques et de toutes ces attaques mêlées aux nouvelles... On va avancer à 51.1. Il parle des soutiens. Sur l'immigration, j'en veux pour témoin que c'est Léa qui a monté cette vidéo, et cette vidéo, elle est montée déjà depuis avant cette histoire. En fait, alors sur la question de vous avez vu vite ça passer, il n'y a pas l'air d'avoir de drama, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de choses. En fait, ce qu'il faut savoir, vous vous rendez pas compte. Parce que les gens, si une partie du dénigrement il est public, une grosse partie de ce dénigrement il est privé. Où il se passe sous les commentaires d'autres personnes qui réagissent au drama. Quand vous avez des... Je vais pas citer les noms, parce que j'ai pas envie de me foutre dans la sauce et j'ai pas envie d'en reprendre une deuxième vague, mais si à mon avis, bon... Voilà. Quand vous avez quasiment au moins une dizaine de chaînes qui réactent l'événement et que ces chaînes-là découpent ensuite leur contenu pour le reposter sur Instagram, sur TikTok, en fait, tu es confronté en permanence, tu vois ta gueule tout le temps, et les gens se sentent obligés, en fait, à chaque fois qu'ils retombent là-dessus, ils sont indignés, et du coup, ils t'envoient un message en privé. Ils t'envoient un mail. Ils te mettent des commentaires sur la section YouTube que vous ne voyez pas. Et en fait, c'est un flot continu. Et même quand vous déconnectez, quand vous ne lisez pas les messages arrivent toujours à venir à vous. Et là-dessus, il a totalement raison. C'est juste que vous vous rendez pas compte de la pression et des attaques en permanence, et ça arrive toujours. Il y en a qui disent « Ouais, mais coupe Internet, c'est vite fait, t'as juste à cligner des yeux. » C'est plus compliqué que ça. Et c'est très compliqué à expliquer et c'est impossible à faire comprendre tant que toi-même tu ne l'as pas vécu. Je ne pensais pas à ce point. Très honnêtement, je ne pensais pas à ce point. Et ils viennent pas qu'à toi, ils viennent aussi à tes potes. Après, c'est des gens, en fait, ça crée des dynamiques sociales qui sont très étranges. Vous savez, le dénigrement... C'est ça le truc, c'est que des fois, comme ils n'arrivent pas à te joindre toi, ou à t'avoir toi, ils vont commencer à attaquer les potes. Les modérateurs, les vidéastes avec qui t'es bien, ma femme, elle a reçu des MP sur Instagram. C'est tentaculaire, en fait. Et c'est une pression constante. Constante. Ça peut arriver de n'importe quand. Vraiment, il est public, mais le soutien, il est privé. Et ça, là, il a totalement raison. Vous savez, le dénigrement, il est public, mais le soutien, il est privé. Le nombre de personnes qui m'ont soutenu en privé, qui peuvent pas le faire, je veux pas dire qu'ils veulent pas, mais qui peuvent pas le faire en public, pour ne pas s'attirer des problèmes, pour ne pas s'attirer aussi une haine et une cabale et un harcèlement de masse de la part de il soutient psychodélique, c'est scandaleux. Mais mine de rien, ce soutien même privé, occasionnel, ça fait du bien. Parce que les gens qui veulent te soutenir te soutiennent pas en public parce qu'ils n'ont pas envie de faire partie de cette sauce-là. Et je dois dire que dans mon milieu, j'ai massivement été soutenu, pour le coup. Et le problème, il est là aussi. Parce que ces gens... Alors, c'est mon avis, c'est pas genre je vous reproche ça.
c'est juste mon avis sur cette situation. Parce que ces gens qui soutiennent en privé, mais qui soutiennent pas en public, eh ben, ils participent quelque part à l'omerta, au déplatforming, à la cancelisation et au sentiment d'impunité de tous ces gauchistes woke. Ils savent qu'ils ont une pression de fou furieux, que s'il y en a un qui moufte, ils vont le défoncer. Et au final, ils ont de plus en plus de pouvoir là-dessus. Si les gens parlaient publiquement et assumaient leurs propos, et assumaient leurs avis, et assumaient leur position, vraiment, bah, ces gens auraient beaucoup moins de pouvoir. Et on leur donne le pouvoir qu'on veut bien leur donner au final. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je me suis peut-être mal exprimé. Oh. Quand même. Voilà, si te soutiennent en privé mais tu pas en public, ça va, oui. Et au-delà de ça, il y a pire. Un des trucs les plus toxiques, c'est des gens qui te soutiennent. J'ai déjà eu le cas, hein. Ils viennent sur le Discord, ils disent ah, tu traverses des trucs super difficiles, je te soutiens, bravo à toi, courage. Ou en MP ou en Twitter. Et tu les retrouves sur les Discord, ou sur les tweets, ou sous les tweets, ou sous les vidéos YouTube, des gens qui te crachent dessus et ils te disent ah, ce connard, j'ai dit que je le soutenais en MP, il était super content, il est trop passé pour un con alors que je le hais, il devrait juste sauter ce connard de fils de pute. Des gens qui se font passer pour tes soutiens ou qui se font passer pour tes amis. Je me rappelle plus qui, on en avait parlé d'un drama, d'un créateur de contenu qui expliquait qu'il y a un mec qui s'est fait passer pour son ami pendant 3 ans. Pendant 3 ans, il s'est fait passer pour son ami, à le soutenir, à lui envoyer des bonnes vibes et tout. Et au bout de 3 ans, il s'est rendu compte qu'il lui crachait à la gueule, il se foutait de sa gueule depuis 3 ans. Ça, tu dis, mais comment c'est possible d'être malveillant, toxique et horrible humainement à ce point-là? Comment c'est possible? C'est un truc de fou. Et ça, malheureusement, il y en a plein. Et le problème, c'est que tu te dis, est-ce que lui qui vient m'apporter mon soutien, est-ce que c'est pas un hater qui veut juste se foutre de ma gueule? C'est compliqué. Note quand même. Mais c'est des gens qui t'envoient des screens en te disant hey, regarde, je sais pas si t'as vu, mais tel créateur est en train de bitcher sur toi dans les commentaires de telle vidéo. Et t'envoies un screen. Et c'est que des trucs comme ça en fait. Et à la fin, en fait, t'es confronté en permanence et t'as l'impression que ça ne s'arrête jamais et que c'est continu et que c'est omniprésent. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi que tu fasses. Et ça crée des choses très étranges. Vous avez des gens qui vous écrivent, ils ne vous ont pas vu depuis 3 ou 4 ans, ils vous écrivent. Ils vous écrivent soit pour avoir des explications, au passage sur une histoire qu'ils ne comprennent pas vraiment, puisqu'en fait c'est quelqu'un leur a dit que quelqu'un leur a dit que. C'est ça. Et après, il dit, bah, c'est ça qui est bien ce qu'il dit, c'est que ça arrive à tous les créateurs de contenu, j'imagine, et même dans la vraie vie. Hein. Vous engueulez avec quelqu'un, familialement, amicalement, et puis d'un coup, t'as un copain qui arrive. T'as pas vu ni d'Ève ni d'Adam depuis 4 ans, il dit ouais, pourquoi t'as dit ça, machin, c'est pas bien? Pardon, t'as suivi au moins l'histoire? Non, j'ai pas suivi, mais bah ta gueule alors. Ta gueule. Regardez, un exemple tout simple, si vous avez écouté la discussion que j'ai eue avec Punisher. Non, Punisher, il me pose une question. Je me rappelle plus de la question, mais on s'en fout. C'est pas ça le contexte. Et moi, je parle, et pour apporter plus d'argumentaire à mon propos, je dévie et je parle de la vraie vie et de la réalité. Et il me dit, non, on va pas déborder là-dessus, parce que moi, je suis un professionnel du drama, je connais tout dans le drama, dans le milieu du drama, je connais pas les choses de la politique dans la vraie vie et tout ça. Je fais, ok, bah du coup, je te donne un exemple. Tu vois le cas de In the Panda et le drama? Ah non, ça, j'ai pas suivi. Donc tu peux pas l'utiliser en exemple. Ah bon, d'accord. Mais je crois que c'était un professionnel du drama. Du coup, il connaît pas le drama d'In the Panda. Je sais pas. De Mister Yeye et tout ça. Et c'est ça le truc. C'est que arrêtez d'apporter du coup des argumentaires ou des avis si vous refusez d'avoir un peu plus de recul, un peu plus de nuances, ou de reprendre en considération et de rajouter en équation et en calcul des choses que vous ne connaissez pas. C'est pas genre t'arrives avec tes gros sabots, ouais, je pense que c'est ça. C'est compliqué. Et ces gens-là, en fait, ça faisait super longtemps que vous leur aviez pas parlé. Une partie des gens, d'ailleurs, qui vous avez pas parlé depuis 2 ans, vous envoient des messages de soutien, ou alors vous demandent qu'est-ce qui est en train de se passer. Moi, c'est pareil, j'ai un pote, ça fait 5 ans qu'il m'avait jamais envoyé un message. C'est genre MP 12 janvier 2018, 6 janvier 2025, 26 janvier 2025, soutien à tout ce que tu vis et tout, merci. Et une partie des gens à qui vous parlez très souvent restent silencieux.
Et donc ça crée des dynamiques sociales qui sont vraiment très étranges. Voilà. Après, c'est inhérent à ton métier, non? Tu prends des positions publiques, tu vas forcément recevoir des retours et des réacts. Mais en fait, quand tu te fais harceler ou... Ça, c'est pareil. Hein. Les petits cons qui te disent « Ouais, mais c'est normal, c'est une personnalité publique, c'est normal d'avoir du harcèlement, d'avoir des menaces de mort. Voilà, l'eau ça mouille. » Vous êtes des blaireaux et des losers, mais vous participez à cette toxicité. Vous faites de la taquia. C'est les mêmes trucs. Ah, dans la rue, il fait nuit, elle est en jupe courte. Elle aussi, elle cherche. Vous êtes d'une gaminerie hallucinante. Rien ne justifie ça. Rien ne justifie du harcèlement, de la toxicité, ou des insultes, ou de la vulgarité. Rien. Rien du tout. C'est comme l'autre qui dit « Ouais, franchement, bon, il y a des coups de couteau en bas de chez moi, mais bon, c'est pas grave, ils sont dans une grande précarité. Moi, ça me concerne pas. » C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Attaqué par, ou menacé de mort par des gens. Alors, Bump serait derrière le strike. C'est pourquoi utiliser le conditionnel Bump est derrière le strike. Au bout d'un moment, il n'y a pas de conditionnel là-dessus. Arrêtez les conneries. Extrême droite, comme ça m'est déjà arrivé et comme ça m'arrive régulièrement, ce n'est pas la même chose que quand c'est l'intégralité de ton camp qui décide de t'ostraciser. En tout cas, c'est comme ça que tu le vis, hein. C'est comme ça que tu perçois les choses. C'est arrivé aussi, c'est pour ça que c'est très intéressant sa prise de parole. Ça me permet aussi, moi, de parler, de tirer un peu la couverture à moi et de parler un peu en général de ce genre de truc. Et au-delà de ça, ça arrive aux créateurs de contenu, comme j'ai dit, mais ça arrive aussi à vous entre amis, en famille. Des gens qui t'envoient chier il y a 3 ans. Ouais, t'es devenu une grosse merde, tu fais chier, blablabla, t'es qu'un connard et tout, et puis ils te bloquent et tout. 4 ans plus tard, ils reviennent. Ah, je suis désolé, j'avais pas compris, j'ai ouvert les yeux, excuse-moi, t'avais raison depuis le début. Ça aussi, c'est... Ce n'est pas la même chose. Donc il y a eu tellement de données et tellement de messages que c'était absolument impossible de faire le tri de ce qui relevait de la critique pertinente. Et honnêtement, c'est pas un travail que je voulais faire. J'allais pas passer les centaines de messages d'insultes. Voilà, par exemple, Et ça aussi, je suis désolé de le couper tout le temps, mais c'est extrêmement pertinent ce qu'il raconte. Les gens se rendent pas compte en disant « Ouais, mais tu m'as bloqué, j'ai apporté une critique pertinente et argumentée. » Ouais, mais dans le flow, dans la fatigue, on peut manquer de discernement et juste, je veux juste que ça s'arrête. J'en ai rien à battre. Il est encore en train d'argumenter, d'essayer de nuancer. Je veux plus rien. Dégagez tous. Et c'est tout, en fait. Je veux juste un peu de calme. Discussion qu'il y a eu sur le Discord, merci Studebaker, où on est revenu sur ces choses-là, était quand même vachement plus intéressant. Il y en a qui disent, pour avoir vu, hein, c'est vrai que machin, il a ses torts. Shizel, il a ses torts, il a fait des conneries. Mais bon, Psychodélique aussi, il a ses torts. Il est aussi dangereux et aussi grave que... Ça va la nuance? Ça va la nuance? On est bien là, on est au même niveau là? Ok? Récente, vachement plus éclairante. Et même les gens qui ont été choqués, etc., finalement, on est chacun reparti, je pense, en ayant une vision un peu moins stricte et binaire de l'interprétation qui pourrait être faite ailleurs. Quand même, malgré tout. C'est voilà. Donc, c'est sûr, hein, c'est toujours un peu dur quand t'as une masse de désabonnements. Y compris d'ailleurs, là, en sortant la dernière vidéo, j'ai 700 nouvelles personnes qui se sont désabonnées. C'est toujours un peu dur de voir que certaines personnes qu'on apprécie nous dénigrent en public. Ça, c'est toujours... On est allé déterrer un clip pour faire du buzz alors que... Ça, c'est compliqué aussi. Tu sais, t'apprécies un vidéaste et d'un coup, il dit « Ouais, Psychodélique, c'est de la merde. Ouais, tel machin, c'est de la merde. » Ok. Bon, bah, ça va être compliqué. Hein. Littéralement, quand on t'a posé la question des cagnottes, tu as décidé d'y répondre en sachant que tu allais choquer. J'ai pas planifié le truc, c'est un truc de fou de penser ça. Il a planifié le truc. En fait... Il y en a qui disent « Ouais, il a planifié le buzz pour faire des vues parce qu'il a besoin d'argent. » Les gens, ils pensent aussi que la vie, c'est un film. C'est... En tout, si je peux me permettre, c'est l'essentiel. En fait, tous les streams où on parle se retrouvent en VOD. Même quand je les assume pas trop. Parce que j'ai l'impression d'avoir ce devoir d'expliquer. On va avancer. On dit, en fait. Clippez-le aussi. Vraiment.
l'une des choses qui m'a heurté quand même, je dois le dire, c'est le fait de voir certains créateurs qui sont censés être de gauche poster en commentaire de gros droitards, de gros confus et de gens très classistes, très bourgeois, des commentaires pour insinuer que je serais hautement problématique. Attention le jour où on prendra la parole. Commentaire qui a été supprimé depuis d'ailleurs. Ça, c'est balèze. Hein. Ça, c'est pareil, toujours. Hein. Il y a des gauchistes qui vont avoir des droits. Ouais, nous, on se tait depuis longtemps, mais le jour où on prendra la parole, on le détruira. Bah, vous voulez pas prendre la parole tout de suite? Et ils essaient de pousser un narratif. Faux ou vrai. On ne saura jamais. Mais ils se servent de ça. Et c'est extrêmement toxique. À quel moment vous avez besoin d'aller valider et d'aller chercher des ressources chez les gens d'extrême droite qui me détestent, ou les gens de droite qui me détestent? Et là, forcément, ça lui fait du mal. Son propre camp le tabasse au sol. Ils en ont plus rien à battre. Et ils font des joint ventures avec des gens, avec ses ennemis, pour le faire tomber. Pour apporter de l'eau à votre moulin. Franchement, là, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment beaucoup heurté en l'occurrence. J'ai presque envie de dire que dans la vraie vie, en l'occurrence, les bourgeois se reconnaissent et les bourgeois savent reconnaître qui sont les leurs, de qui sont leurs ennemis. En l'occurrence, ça explique peut-être une partie de ce comportement, mais c'est ça veut rien dire, hein, le terme confus. Ça veut rien chose dire. qui me paraît. On va avancer à 58-30, il y a quelque chose d'intéressant. Ce qui a été le propos choquant a été perdu. Les gens ne te bloquent plus ou ne te follow plus. Enfin, ou t'unfollow. Enfin, en fait, les gens qui te bloquent et qui t'unfollow, ils le font parce qu'ils ont entendu que on leur a dit que, et ils savent même pas d'où ça vient. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'ils ont massivement unfollow la chaîne principale, mais pas la chaîne de VOD. Ce qui est fou parce qu'en fait, c'est là d'où ça part. Merci Interline pour le sub. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Je suis assez d'accord sur le pognon. Beaucoup de gens se veulent transparents en affichant le nombre de subs en cours, mais ils ne sont pas vraiment car on ne connaît pas sous quel statut ils sont, etc. Mais alors, pardon, je vais même dire un truc. Il y a un certain nombre de créateurs que vous adorez probablement, qui sont des propriétaires entiers. Bah, alors là, ils balancent des dossiers, mais ils donnent pas les noms. Mais on se doute bien qu'il y a plein de créateurs qui sont millionnaires ou qui ont des centaines de milliers d'euros sur leur compte, qui ont investi dans l'immobilier, dans les appartements, dans des immeubles, et qui continuent à chialer pour avoir des dons. Parce qu'ils ont massivement investi dans l'immobilier, une part dès l'instant qu'ils ont pu. Ce que beaucoup de sportifs font, par exemple, d'ailleurs, au passage. Et ce que beaucoup de conseillers en patrimoine ou de fiscalistes conseillent. Et en fait, vous ne le savez pas, et vous ne le saurez jamais, mais une partie des gens que vous regardez, que vous adorez, que vous pensez de gauche et que vous pensez de votre côté, sont des gens qui possèdent des immeubles. Oui, évidemment. Et ils se disent de gauche, il faut lutter contre l'extrême droite, il faut lutter contre les riches et le capitalisme, évidemment. Mais ils possèdent des immeubles entiers. Et qui ont des locataires à l'intérieur. Moi, c'est quelque chose qui me rend fou, par exemple. Moi, c'est quelque chose qui me rend zinzin. Ouais, mais il faudrait donner des noms, par contre. Vraiment. Mais ils capitalisent sur l'avenir. Et non, je suis pas rentier. Et voilà, c'est une discussion que j'ai eue pas plus tard qu'il y a 2 jours avec un créateur. J'étais choqué d'apprendre qu'il se plaignait du fait qu'il louait trop cher pour ses locataires et que du coup il n'arrivait pas à louer. J'étais en mode... Ouais, il loue trop cher. Donc t'as un gauchiste qui dit ouais, j'ai un bâtiment mais je loue trop cher et j'arrive pas à trouver de locataire, ça me casse les couilles. On n'a vraiment pas les mêmes problèmes dans la vie. Vraiment. Donc forcément, ces gens-là ne se versent pas de rémunération parce qu'au demeurant, à côté, et j'en connais un très précis qui se plaignait du fait qu'il se versait pas de rémunération, mais en fait il possédait 3 appartements. Enfin, il percevait en l'occurrence plutôt 3 loyers. Et là c'est les mêmes, hein. Le genre de gens qui vont dire ouais mais regardez je me verse pas de salaire, faites des dons, c'est compliqué, et derrière ils reçoivent des loyers entiers. C'est marrant. Hein. Elle est belle la gauche. Hein. Le loyer de 2 appartements et le loyer d'un bail commercial. Et donc en fait, dans ces conditions-là, oui, t'as pas besoin de beaucoup de payer. C'est sûr. Ouais, regardez, moi je me verse qu'un tout petit salaire, hein, je suis comme vous. Hein. Ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon cas. Et le fait qu'on m'a attaqué sur le fait que j'étais propriétaire, ma maison elle m'a coûté 65 000 euros, tout le reste c'est du crédit travaux, etc. Aujourd'hui, enfin qu'on se le dise. Oui c'est ça, donc c'est ça, donc il a un crédit parce qu'il a acheté une maison à 70 000 euros. Beaucoup de gens confondent visiblement la propriété lucrative et la propriété occupante, ce qui n'est quand même pas la même chose. On va avancer un peu. En fait, à 1,0510, il y a un truc intéressant vite fait. Là. Je me dis qu'ils n'ont dit plus sur eux que sur moi, bon peu importe. Mais en fait, en réalité, hein, voir un peu ensemble une espèce de conjonction de gens qui sont de gauche, de gens qui sont des FAF et des gens de sont de droite se regrouper et se tenir la main
pour me détruire scrupuleusement, et notamment pour mettre des commentaires négatifs sur une loi immigration, c'est quand même fou. Et le fait que étape par étape, dans chaque pan de ta vie, chaque mot de ta phrase, chaque mot que tu vas dire, chaque phrase que tu vas dire va être épluchée a posteriori pour essayer de monter. Combien d'immeubles psycho? J'aimerais bien en avoir, hein. Je suis un pauvre, moi. Enfin, un pauvre. À la hauteur, vis-à-vis d'un youtubeur hein, de gauche. Un dossier a posteriori pour bien expliquer. Moi, je suis un agriculteur. Hein. Pas de subvention, rien. Qu'en fait, t'es pas problématique aujourd'hui, tu l'as toujours été, tout le monde l'a toujours su. Et taguer toutes les personnes. Genre, il y a quelqu'un, quand même, qui a regardé la liste de l'intégralité de mes followers. Il y en a sur Blue Sky. Il y en a plus d'une dizaine de milliers. Pour aller taguer toutes les personnes de ce milieu-là qui me suivaient pour leur dire qu'il fallait qu'ils arrêtent de me suivre parce que j'étais problématique et que sinon c'est qu'ils étaient complices. La gauche et le temps libre. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. On va avancer. À 1,08, il explique qu'il est quasiment en interdit bancaire tellement il est dans la sauce. Financièrement. Ça va rien expliquer. Clairement, j'ai été trop détente et j'aurais peut-être pas dû dire ce que j'ai dit. Dans comment je me suis retrouvé à dire ça. Bon, clairement, la précarité joue énormément. Le stress et l'anxiété économique en ce moment, elle est délirante. Au moment où je vous parle, il faut que je surveille mon compte bancaire parce que je suis à 99 centimes d'avoir mon compte et ma carte bloqués, puisque nous sommes actuellement à moins 499 € sur notre compte bancaire, 1 centime. Et j'attends en même temps, aujourd'hui même, en même temps, un virement de rémunération pour le mois de juillet en anticipé. Et donc au moment où je parle, je suis en mode est-ce que je vais recevoir l'argent de me faire bloquer le compte bancaire ou est-ce que le banquier va m'appeler demain pour me dire hey les gars, MDR. On en est là en ce moment. C'est compliqué hein. Quand t'es patron de société et que t'es juste à un jour près comme ça au niveau de tes liquidités, c'est très très complexe. Une 13, il parle qu'il a un projet avec Arte. C'est le truc. Je suis encore aujourd'hui très impliqué dans la défense des créateurs. Et là, pour rien vous cacher, je me mets mal. En ce moment, je suis en train de me mettre mal. Et d'ailleurs, j'ai une réunion demain matin. Vous savez quoi, je vais le dire directement. Enfin, je vais le dire. J'ai une réunion demain matin avec Arte pour discuter d'un potentiel projet qu'on va faire. Sauf que je vais en profiter pour Arte pour leur dire que tel et tel créateur sont venus se plaindre de l'un de leurs projets. Et que moi, aujourd'hui, je suis plus délégué du personnel de quoi que ce soit, mais les gens continuent de se plaindre auprès de moi. Et donc, du coup, je fais ce relais, quitte à ce que ça me fusille mon projet Arte et ça risque de, très sérieusement, le mettre en péril. Alors, je ne sais pas de quoi il parle. Si quelqu'un a suivi, parce que je ne suis pas du tout, moi, la bulle des vidéastes et tout le bazar, est-ce qu'il parle du Vortex? Est-ce qu'il parle d'autre chose? Est-ce qu'il parle de... J'en sais rien. Mais c'est très intéressant. Si vous avez les contextes, vous comprendrez sûrement de quoi il parle. Mais je trouve ça très intéressant. Mais je ne peux pas faire comme si je n'avais rien entendu et comme si les gens autour de moi... n'avait rien dit et leur dire bah, tes problèmes c'est tes problèmes parce qu'en l'occurrence 1500 est dans la merde profondément financière, je n'ai pas à les chouiner sur les médias. Oui mais t'es pas influenceur, t'es pas créateur de contenu, c'est pas du tout dans le même truc. Je me sens aussi solidaire des gens qui en ce moment galèrent, se font baiser et on peut pas rester dans un milieu où ça arrive. Bon bref, peu importe. Oui, j'ai fait partie de la guilde, j'y ai donné des heures et des heures. Vous pouvez pas aider parce qu'autant très honnêtement je n'ai jamais donné d'argent à des associations intéressant ça. moi je donnais de l'argent, moi je fais partie de la vieille team, moi je donne de l'argent aux partis politiques. Ouais. Donc lui il a jamais donné d'argent à des associations mais par contre aux partis politiques les gens qui meurent, les gens malades et tout ça, les assos, jamais. Même un mec de gauche quoi. J'adore, c'est génial quand même. L'année dernière Par contre, faites des dons. Faites des dons. C'est vraiment les enfoirés. Hein. Tu sais, quand il y a tous les chanteurs qui viennent chanter donnez, donnez, donnez-moi. Mais eux, ils font rien. Eux, ils sont payés pour venir dans des hôtels de luxe pour appeler les pauvres Français à donner. J'ai donné 120 € à un parti politique, par exemple. Il n'y a pas dit quel parti politique. Donc moi, je fais partie de ces gens-là qui contribuent. Pareil, hein. Les influenceurs qui se font passer pour la gauche, mais qui votent droite, voire extrême droite, mais qui se font passer pour des gens de gauche parce que ça rapporte plus de dons, il y en a aussi. Hein. Il y en a beaucoup aussi. Qui contribuent à l'ancienne, on va dire. Et par contre, j'ai donné énormément de mon temps.
et je donne toujours énormément de mon temps. Bon, au moins, il donne de son temps. Voilà, il donne. Écoute, je peux pas te faire un don pour ton Asos, mais je peux te payer en visibilité si tu veux. C'est une marotte connue des influenceurs, ça. Il va revenir un peu sur son état mental et médicamenteux. Ou l'anxiété, moi, j'ai pas précarité, je pense, ça nous fait dire des dingueries. Et ça... Donc, bon, juste. Donc voilà, c'est la précarité, l'anxiété, les médicaments qui lui font dire surtout des dingueries. Moi, je pense plutôt que c'est ses convictions et son cerveau qui a l'air relativement stable, mais qui est en totale contradiction avec son militantisme idéologique et son. En fait, il est juste atteint de gauchisme. C'est une maladie qui devrait être diagnostiquée. Le wokisme, il est atteint de wokisme et de gauchisme en fait. Il faudra juste faire un travail sur soi. Juste pour reprendre le truc, c'est que la précarité, je pense, ça nous fait dire des dingueries et ça nous rend dans des moments où l'anxiété, moi j'ai passé un mois d'avril très compliqué sur le plan de l'anxiété et d'un stade Oui, moi j'aide les petits restaurateurs. très très invalidant. Ce qui fait que j'ai été consulter le médecin à plusieurs reprises, j'ai été mis sous benzodiazépine, vous le savez, j'en avais parlé ici, ça m'a rendu clairement euphorique. Ces médicaments sont magiques. Et d'ailleurs, le moment où le live a eu lieu, j'étais à 3 anxios par jour, prescrit par le médecin. D'où le sevrage de benzodiazépine qui est intervenu 2 jours avant la sauce, 3 jours avant. J'ai entamé un suivi psychologique à cause de ça. Le suivi psychologique est toujours un peu cet arbitrage de est-ce que c'est les 50 € que je vais pouvoir dépenser ce mois-ci, mais en même temps il faudrait parce que j'en ai besoin. Et donc en ce moment, c'est une période très compliquée sur le plan moral. Vous vous doutez bien d'ailleurs que j'ai fait un truc que je ne savais pas qu'on pouvait faire. C'est désinhibant, les benzos. Ça change la vie. C'est incroyable. J'en fais pas la pub, hein. C'est très addictif. Merci Jérémy pour le sub. C'est quand vous souffrez d'un trouble anxieux généralisé, ce qui est mon cas. Je le sais depuis maintenant 1 mois et demi. Donc il se trouve d'un trouble d'anxiogène généralisé, mais en même temps il va t'expliquer c'est quoi une meilleure société, qu'est-ce qui est problématique dans la société, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pas normal. Tiens, on va se faire un petit club libertin, j'ai envie de me vider un peu. J'ai besoin d'un peu de médicaments. Ah là, l'extrême droite est très dangereuse, hein. Ouh. Pour moi, quelqu'un qui dit je prends des médicaments anxiolytiques ne devrait pas ni parler de politique, ni donner. Il peut donner son avis, son opinion, mais il ne devrait pas être militant et surtout endoctriner, lobotomiser d'autres gens. Et au final, tout ce que ça marche, c'est que ils se retrouvent entre eux. Et défoncent la société plus qu'autre chose au final. Le diagnostic a été posé. Les benzodiazépines, vous avez l'impression de pouvoir vivre comme quelqu'un de normal. Et c'est effectivement désinhibant. En fait, même ça rend détaché, en fait. Même ça fait que tu t'en fous un peu de certaines choses. Et en plus, comme voilà, genre on s'en fout de la Palestine. Rien à battre. On est une personne normale. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ta Palestine? J'en ai rien à foutre de ta Palestine et de tes Palestiniens. J'en ai rien à foutre de leurs compliments. C'est une personne normale. Par contre, quelqu'un dit si je partage pas cette cagnotte, il y a des gens, ils vont me regarder, ils vont me dire j'ai pas de cœur. Je suis obligé de partager la cagnotte. Je suis obligé d'avoir cette valeur parce que sinon on va me juger. J'ai peur. J'ai peur du regard des autres. Là, t'es pas normal. Quel trouble tu as? Moi, je suis serbe en fait, c'est ça le seul problème. Là, j'abuse. Oui, j'abuse un petit peu. Hein, moi, ça me rend amnésique. Tu te trimbales pas un sac entier de pensées et mon Dieu, est-ce que j'aurais dû dire ça? Mon Dieu, est-ce que j'aurais pas dû dire ça? Parce qu'en fait, t'oublies. Et c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est incroyable d'être normal. Hein. T'as vu Linguistique? Viens dans mes chaussettes. Viens dans mon slip. Par contre, je te prête pas ma femme. Elle est pas en collectivité, ma femme. Mais boire une bière entre gens normaux, tu verras tellement ça fait du bien. Vraiment. Quand vous souffrez d'anxiété à un niveau très... Au-delà de ça, hein, comme on l'a vu avec, dans la discussion avec Punisher, ils ont super peur du dérapage. Ils ont super peur d'utiliser tel ou tel mot qui peuvent stigmatiser ou qui peuvent prêter à confusion ou qui peuvent poser des problèmes. Ils sont non-stop en train de marcher sur des œufs. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent se manger
de la cancel culture, ils peuvent se manger des pressions de fous furieux de la part de leur propre camp. Donc forcément, quand tu vis comme ça, où tu as l'impression d'avoir des snipers sur ta gueule non-stop... Invalidant. C'est incroyable. Non, la Jusque-là, j'ai collection, elle est à moi aussi. refusé moi, de prendre des benzodiazépines parce que j'avais peur de l'addiction. Ma mère était addicte aux benzodiazépines. Et donc, c'est héréditaire, apparemment. Enfin, oui, héréditaire. Le médecin m'a dit, dans votre cas, dans votre état actuel, vaut mieux risquer une addiction que rester comme vous êtes. Donc là, je suis en sevrage. Je suis en sevrage, mais j'ai pris un cachet entier avant de lancer le stream, parce que j'avais peur de ce que ça allait donner. Donc aujourd'hui, je suis à 1,5. Donc en fait, à chaque fois qu'il est en stream, il est complètement médicamenté. Donc qu'est-ce que ça donne à Linguisticae à jeun? À jeun après le club libertin. C'est genre vraiment là, il est... Ouh. Alors que normalement, je suis à 2,5 par jour. Depuis, ça fait 2 jours. Parce que du coup, j'ai fait une chose que je ne savais pas qu'il était possible de faire. Oui, j'ai pris un cachet entier avant de lancer le stream. C'était trop sinon. J'avais trop d'anxiété, ça m'angoissait trop. Il se trouve que, comme j'étais en sevrage au moment où c'est arrivé... C'est pareil, ça l'angoisse trop de lancer un stream, et au bout d'un moment, il faut qu'on apprenne aux gens à avoir du courage. T'as de l'angoisse, t'as de l'anxiété, et bah, courage, et t'y vas, tu te lances. Ah non, j'ai pas de courage, j'ai pas d'anxiété, je vais prendre un médicament. Ah oh, j'ai du courage, j'ai de l'anxiété. Ah, je suis trop fort. Bah non, ça s'appelle un cheater, t'as juste triché. Moi, je suis un gamer, je cheat pas, je triche pas. J'y vais avec... naturellement. Ce truc-là, et que ça devenait absolument ingérable, bah, j'ai taxé des benzos à des potes, et puis après, je suis allé en pharmacie. Et en plus, ils font du deal de drogue, du deal de médicaments. Donc, ils taxent des benzos à ses potes. Donc, tous les gauchistes, ils sont sous benzodiazépine. Et ils ont pas plus de psychodéliques. Psychodéliques, ils m'en pas plus. Il faut de la benzo, vite. Ah, je me sens mieux. Pour demander des boîtes d'avance de médicaments, parce que le syndrome de sevrage était trop dur à vivre en plus de ça. L'anxiété était revenue à 0,5. Là, c'est... oui, 0,5. Là, j'en suis à... Enfin, du coup, je suis allé... Et du coup, ils m'ont avancé les boîtes pour que je puisse réentamer le syndrome... si, je suis à 0,5 par jour en ce moment. Ah, t'imagines? Je sais pas ce qu'il prend comme médicament. 5 par jour d'un coup. Mais c'est vrai ce que dit Mélenchon, mais c'est trop bien. Oh. Puis tu sais, genre 6 heures après, tu sais, ça fait plus effet. Non mais Mélenchon, il dit pas un peu des conneries? Oh, il prend plus de sa joy. Prends de la joy. Oh. Mélenchon et Rima Hassan, 2027, c'est obligé. C'est ça en fait. C'est littéralement ça en fait. Ça marche que comme ça, hein. Parce qu'un mec normal, il écoute. Comment ils font pour être d'accord avec ça? Normalement, là, je suis à 0,25 maintenant, mais je suis à 0,5 par jour en ce moment. Parce qu'on a entamé la descente. Oui, enfin, on m'avait prescrit du 0,25 et on m'a aussi prescrit du 0,5. À 2 moments différents. Bref, peu importe. Du coup, je suis retourné avec mes anciennes boîtes de médoc à la pharmacie. Ils m'ont fait les avances. Et du coup, j'ai pu reprendre une semaine complète à 3, faire ma semaine à 2, et là, faire ma semaine à 2. Bon, bref, il blablate sur les médicaments. À un moment, il dit ça, je sais pas ce que c'est. Attends, on va essayer de chercher. Ou ce que les gens attendent de moi. C'est un peu ce qui m'a sauvé au quotidien. Donc, même si ça me fait paraître détaché, ce n'est pas le cas. Je suis actuellement en train de faire une TCC. Alors, je sais pas ce que c'est une TCC. On a demandé à ChatGPT, j'avais noté ça. Il explique qu'il est en train actuellement de faire une TCC. C'est quoi? Une thérapie cognito-comportementale. C'est un type de psychothérapie très utilisé pour traiter les troubles anxieux, la dépression, la phobie, les TOC, les addictions, le traumatisme. Ah oui, mais il va finir en hôpital psy en fait. Elle part du principe que nos pensées influencent nos émotions et nos comportements. Elle aide à identifier et corriger les pensées négatives ou irrationnelles et changer le comportement problématique. C'est une thérapie pratique, structurée et orientée vers la solution. Elle se fait souvent sur quelques mois avec des exercices concrets entre les séances. Putain, alors qu'en fait, tu fais un resto avec moi, tu bois une rakia avec moi, t'as pas besoin de dépenser je sais pas combien de milliers pour faire tout ça. En gros, le TCC, c'est ton cerveau, il dit que t'es complètement barge. Ton cerveau, il te dit,
Mais écoute-le, bordel, il a des convictions, t'es complètement en train d'aller contre tes convictions et ton cerveau... T'inquiète pas, on va faire une TSCC pour te dire que ton cerveau a pas raison, mais on va travailler parce que les convictions politiques et les convictions militantes que tu as sont le camp du bien. Il faut surtout pas que tu écoutes ton cerveau. On va t'aider à essayer de remanipuler, de reconfigurer ton cerveau pour s'assurer que t'es dans le bon chemin, plutôt que juste de faire confiance à ses tripes et à ses convictions. C'est un truc de fou. C'est dangereux, non, je trouve que c'est super dangereux. Quelqu'un qui panique dans les transports apprendra à repérer les pensées catastrophiques. Je vais mourir. À les remplacer par des pensées plus réalistes et à se réhabituer progressivement au transport. C'est ça qui vous donne des conseils et qui vous explique qui est toxique, qui est pas toxique et qui vous donne des conseils pour la survie de l'humanité. Faites pipi sous la douche surtout. Hein. Ça sauve les bébés phoques. Actuellement, le projet, tout à fait. C'est ce qu'on a entamé avec Oui, c'est une gauchistite aiguë. le psychologue. C'est du wokisme. C'est du Donc, wokisme l'état mental du moment. Bon, état mental, blablabla. Les médicaments, pour lui, l'anxiété, plus ça va. Dans ce moment-là, forcément, l'anxiété de la détresse économique, plus les médicaments qui sont censés couvrir cette anxiété. Et d'ailleurs, au passage, vous pouvez trouver quelque chose de contradictoire, mais en fait... Bon, en gros, il explique hein, l'anxiété, la détresse économique, les médicaments, voilà pourquoi j'ai dit ça. Bon, ils sont, comme d'habitude, ils sont jamais responsables de rien. Aussi. Et toi, t'as pas le droit d'être juste fatigué parce qu'il fait chaud. Par contre, eux, ils sont sur 18 000 de médicaments et plein de choses. Eux, ils ont le droit. Ils parlent des bails de concurrence et de charity business, c'est pas spécialement intéressant. On va avancer. Ils s'en prennent un peu à la pas du team et à la Zawa Prod à 1,28. 20, je crois. Ça vous intéresse en fait? C'est intéressant tout ça? Parce que, mine de rien, on est à 1h30 de vidéo. Si vous êtes encore là à ce moment-là sur YouTube, grand merci à vous. N'hésitez pas à soutenir, publiquement ou pas publiquement. Ça me fait très plaisir. Vous êtes ma benzodiazépine à moi. Vous êtes mon retour à la réalité constant et vous me confortez que je suis bien dans la normalité. Donc, un grand merci à la Psychosphère, un grand merci pour vos partages, un grand merci pour votre soutien. C'est très important. D'où le problème du contrôle de la parole. Il n'y a pas d'alerte pour les subgifts parce que ça n'arrive jamais. Du coup, désolé, vous allez vous taper les mains. Mais je pense très honnêtement que je ne peux plus faire cette vidéo aujourd'hui. Je ne peux plus la faire. Donc cette vidéo n'aura pas lieu, je pense. Ou alors... 20% si on soutient. En 5 ans. Mais je ne peux plus en parler. Je ne peux plus. La pas du team a été plutôt ok et sensée dans sa critique de tes propos, mais la Zawa Prod a vraiment pas dosé. Les deux lui ont chié à la gueule. Grosso merdo, les deux lui ont chié à la gueule. Hein. Que ce soit la Zawa Prod ou la pas du team. Bah, de toute façon, ils sont quasiment pareils. Hein. C'est de la toxicité et de la malveillance. Des deux côtés. Ils ont compris que c'est ça qui marchait. Et que c'est ça qui créait c'est ce qui créait le plus d'engagement et le plus d'argent. Et ils se permettent les plus grosses dingueries. Les deux ont dit des choses absolument fausses. Vraiment. Les deux. Il n'y en a pas un pour acheter l'autre dans l'histoire. Mon avis. Hein. Moi, très honnêtement, enfin, je suis désolé, je me fais une parenthèse, je me permets, et là, je me fous peut-être dans la merde, et là, peut-être que je relance une sauce, mais quand c'est des médecins qui viennent te faire la leçon sur ta situation économique, moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ah, l'image du médecin trop riche et tout le bazar. C'est pas un peu amalgamé? Nous, ici, quand on fait les streams... 1,38, on est vers la fin, il y a plus grand chose de spécialement pertinent. 1,38,10, il dit ceci. Ah, si, pardon. C'est un des trucs les plus intéressants, je trouve aussi. Écoutez ça. Moi aussi dit. Quelqu'un qui lui conseille comment sortir de la crise. Écoutez ça. C'est un ami de gauche qui me l'a dit. Un influenceur, un créateur de contenu, il m'a dit, tu devrais faire comme moi, tu devrais lever le pied sur Mélenchon. On va te foutre la paix comme ça, et tu pourras revenir en bonne grâce auprès de beaucoup de gens qui t'ont attaqué, et ça te permettra de faire amende honorable assez facilement. Fais 3 compliments sur Mélenchon, sur la France insoumise, relaie le truc sur Rima Hassan. Pour le coup, ça je l'ai fait parce que je l'ai fait pas pour ces raisons-là, mais d'accord, on me l'a fait, on m'a traité d'hypocrite. Alors en gros, c'est fais tes 3 salades sur Mélenchon. 3 compliments par jour en direction du siège de la LFI, très important.
Et t'inquiète pas, tu pourras dire et faire les plus grosses dingueries. Les gens en ont rien à battre. Hypocrite, très honnêtement, je comprends pas pourquoi. Mais voilà. On a quand même fait campagne ici pour la France Insoumise. Du coup, qui a duré 1,44, 15. Franchement, la vie. J'ai pas les. 1,44, c'est pas spécialement pertinent. Ils essaient de débattre s'il y a génocide ou pas en Palestine et tout le bazar. C'est pas spécialement intéressant. Ah oui, il parle d'une expérience personnelle qu'il a vécue en Autriche, où il a travaillé un tout petit peu pour une ONG et il raconte comment ça marche. Et c'est très intéressant. Son expérience des ONG. Je rappelle, hein, c'est un militant de gauche, les ONG c'est très important, sauf quand on travaille pour les ONG. Autriche. Je crois que j'en ai déjà. Je vous le rajoute. Saviez-vous qu'en Autriche, je crois que j'en ai déjà parlé. Saviez-vous qu'en Autriche. Non, tu devrais lever le pied sur Mélenchon, parce que je pense que ce qu'il a dit, il a dû critiquer Mélenchon sur 2-3 trucs. J'imagine que c'est ça. J'ai passé un entretien d'embauche que j'ai obtenu, et j'ai obtenu le poste pour travailler pour une ONG. Pour travailler, pour démarcher les gens et leur taper du pognon dans la rue. Et j'avais fait les 3 jours de formation. Et on me disait que globalement, j'étais pas assez social. Alors du coup, on me mettait pas sur tout, parce que comme j'étais étranger, il fallait pas que je fasse peur aux gens, et les gens donnent statistiquement moins aux étrangers. Et comme j'étais en étranger en Autriche, on me mettait dans les quartiers où il y avait d'autres étrangers, d'autres expatriés. C'est là où on voulait m'envoyer. Voilà. Donc là, le racisme sélectif, quand c'est de gauche, ça va. Quand c'est de gauche, il n'y a aucun souci. Quand c'est pour récupérer du fric, là on peut. Sexiste, raciste, on peut y aller. Pour aller taper du pognon. Pour des raisons de stratégie commerciale. Stratégie commerciale, hein, charity business. Et j'ai failli faire ce boulot. J'ai failli faire ce boulot, mais le 3e jour, j'ai trouvé un boulot dans l'hôtellerie. Et du coup, je me suis barré. En fait, j'étais tellement dégoûté par la formation, par les conditions de rémunération et par les conditions parce que pour le coup, on était vraiment, en gros, on nous entraînait en 3 jours pour devenir des commerciaux express, quoi. C'est de faire ouin ouin aux vieilles. Et surtout, l'enjeu, c'était pas de récupérer des chèques, c'était de récupérer des cartes bancaires. Il fallait qu'on récupère des empreintes bancaires. Et on était des mercenaires. C'est-à-dire que pendant une semaine, on pouvait bosser pour défendre... c'était les abeilles. Dans le cas, c'était les abeilles. Défendre les abeilles. Et après, pendant 2 semaines, défendre Greenpeace. Et la 4e semaine, défendre autre chose. Et du coup, il fallait réapprendre tout le speech. Ouais. Rien à battre des conditions. C'est mercenaire, c'est tout. Récupérer du fric. Et il fallait... l'idée, c'était vraiment de taper le maximum de cartes bancaires possible. Parce que les cartes bancaires, c'est des dons à l'année, reconductibles, par mandat CEPA. Et le nombre de personnes qui ont ce genre de truc, ça marche comme les abonnements. Ils oublient leurs abonnements, qui ne regardent pas leur compte bancaire, qui se disent wow, c'est un abonnement, ça va, c'est 10 balles. Mais ils se rendent pas compte que c'est 10 balles par mois ou 10 balles à l'année. Mais fois tout le monde et tu n'y penses pas et tu oublies le nombre d'abonnements morts qui ne sont pas utilisés, qui traînent, le nombre de dons comme ça qui traînent, qui sont oubliés par les gens, c'est énorme. Alors que les chèques et le liquide, c'est plus chiant. Et moi, j'ai fait cette formation en Autriche. J'ai fait cette formation, du coup, juste avant d'entrer dans l'hôtellerie, donc c'était juste avant de me lancer sur YouTube, c'était l'été avant de me lancer sur YouTube. Ça, j'en ai déjà eu. Hein. Sur Paris, tu tombes des fois souvent, surtout Place de la Nation. Il y en a beaucoup Place de la Nation. Et évidemment, ils castent des petites nanas toutes mignonnes et tout. Salut, est-ce que ça te dit pour les enfants là, qui sont malades en Érythrée et tout, de donner, de, ah, c'est génial. Oh, t'es plutôt grand, t'es plutôt musclé. Donc ils te font du rentre dedans un peu. Et moi, je dis, non, ça m'intéresse pas. Mais regarde, puis ils te mettent des photos. Hein. Regarde. C'est triste quand même. Bah, il y a qu'à aller au resto, je m'en bats les reins. Et je continue, je trace ma route. Hein, ça ne veut rien, de toute façon. T'as son collègue qui t'agrippe 50 mètres plus loin. Ouais, ça te dit, les gamins en Érythrée. Non, c'est bon, il y a ta collègue déjà qui m'a cassé les couilles. Va voir quelqu'un d'autre. À l'hôtellerie, ça puait la merde de ouf. Mais je pouvais pas taper l'argent des vieilles. Me péter le cul dehors. Au moins, il a des convictions. Il pouvait pas taper l'argent des vieilles. Est-ce qu'il tape des vieilles dans les clubs d'hiver? Ça, je sais pas. Parce qu'en plus, j'étais payé en partie à la commission. Et il y avait un concours de celui qui ramenait le plus de pognon. C'est intéressant, ça aussi. Hein. C'est très intéressant.
Et celui qui ramenait le plus, il avait une surprime. Donc c'était les méthodes de management qui étaient assez toxiques. Moi, j'ai travaillé là-dedans et c'est une des raisons pour laquelle la charité, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal aujourd'hui, charity business, parce que j'ai fait cette formation pour... Et regardez les streamers qui font des streams pour la Palestine, le fric que ça leur apporte en notoriété, en vues, en tous les membres qui deviennent membres. Ils prennent des milliers et des milliers de membres pendant ces trucs de charité. C'est tout un business. Il y en a pas beaucoup qui ont vraiment la conviction d'aller aider. Hein. C'est juste qu'ils savent qu'il y aura énormément de lumière et ça va leur faire énormément de notoriété là-dessus. Pour et de devenir récolteur de dons auprès des petites vieilles. Et en l'occurrence, moi, auprès des expatriés dans le quartier. On va avancer un peu à 36. Non, ça, on s'en fout. La 36, il explique un peu comment les sociétés marchent. Mais c'est pas loin. Tarif, c'est pas spécialement intéressant. Ah oui, à 2,46 sur son chat. Écoutez, à 2,46,35, il y a un truc sur son chat qui m'avait fait rire. Il y a plein de trucs sur son chat qui m'ont fait rire. C'est toujours les meilleurs qui partent en premier, c'est ce qu'on dit. C'est toujours les meilleurs qui partent en premier, c'est ce qu'on dit. Ouais. Mais je crois que c'est par là. Voilà. Tiens, voilà. C'est toujours les meilleurs qui partent en premier, il y a quelqu'un qui dit en dessous, et pendant ce temps-là, Le Pen est mort 60 ans trop tard. Les bonnes valeurs de la gauche humaniste. En tout cas, sur la 2,55, il parle d'opacité des vidéastes, je sais même plus c'est quoi. 2,55, 10. Tu as discuté avec les gens qui étaient en OP colis, parce qu'en fait, c'est à boire et à manger, hein. Selon le commercial à qui tu parles, selon le c'est par rapport aux OPSP. Vidéaste. C'est que le nombre de vues et le revenu d'un vidéaste. Oui, je me suis tapé tout le live pour noter les passages les plus importants, les plus intéressants. C'est totalement décorrélé aujourd'hui. C'est vraiment totalement décorrélé. Déjà parce que... Ah oui, il explique en fait que un vidéaste ne gagne pas... les gains qu'il peut avoir n'est pas corrélé avec le nombre de viewers qu'il fait. Il explique en gros que des streamers qui ont 500 viewers peuvent gagner même plus qu'un streamer qui a 5000 viewers. Parce qu'un streamer petit, engagé politiquement, va avoir énormément de dons et d'engagement. Un streamer qui va juste faire du... On est complètement archipélisé et ce que va signer l'un ne sait pas... Par exemple, moi, quand on lit toutes les discussions écolis, je suis allé discuter avec les gens qui étaient en OP écolis parce qu'en fait, c'est à boire et à manger. Hein. Selon le commercial à qui tu parles, selon le commercial à qui l'autre parle ou à qui l'autre parle, t'as pas du tout les mêmes contrats et ce qui est censé être impossible avec toi est possible avec les autres. Et en fait, on est dans un moment où on se parle quasiment plus, la guilde n'existe plus. Alors, la guilde des vidéastes. Hein. La guilde des vidéastes, je vous rappelle, c'était une joint venture entre plusieurs vidéastes. Et je me souviens, moi, il y avait un drama, il y avait un influenceur ou une influenceuse, je sais plus, qui disait ouais, on en a marre de psychodélique, on va saisir la guilde des vidéastes pour lui détruire sa carrière et faire chuter cette merde ultra toxique malveillante. La guilde des vidéastes a déposé le bilan. Entre-temps. Bon. Parce que juste être de gauche, ça suffit pas. Il n'y a plus cette émulsion, il n'y a plus ce travail d'horizontalisation qui est fait et de transparence entre les créateurs, parce que certains, très honnêtement, ça joue hein, dans ce côté-là. Certains gagnent très clairement mieux leur vie aujourd'hui qu'il y a 3 ans, ou qu'il y a 4 ans, quand certains se retrouvent à être vraiment en queue de peloton et à galérer. Et sans dire que c'est notre position, en tout cas, on n'est pas du tout dans la meilleure des positions. Et ça ne favorise pas la transparence. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Et tout à l'heure, par exemple, ça parlait de la Zawa Prod. La Zawa Prod, aujourd'hui, en nombre de viewers, bon, c'est quand même important. C'est dans le 1005 viewers, je dirais, peut-être, un truc comme ça. Nombre de followers, c'est pas tant. R2. Ils font avec certitude, parce que j'ai parlé de chiffres avec plusieurs gros créateurs du stream français au cours des 6 derniers mois, pour tout un tas de raisons. Notamment pour des raisons de vidéo, des raisons où moi, je suis curieux, du coup, je pose la question. Ils gagnent bien mieux que des gens du top... moi, j'ai pas les noms en tête, mais facile que le top 50 Twitch en France. Alors qu'ils font 10 fois moins, parfois 20 fois moins de vues. Ou d'audience. Ça, c'est une certitude. À côté de ça, vous avez des gens qui font
ce que je disais tout à l'heure, des audiences très très importantes qui font en fait assez peu de revenus. Parce qu'ils ont choisi des modes aussi de rémunération qui sont différents, des constructions de sociétés ou des modèles d'économie qui sont différents. Ils chopent où leur fric si c'est pas les vues? Bah, financement participatif, les subs, les OP. On se rend pas compte du marché hallucinant des subs sur Twitch parce qu'il y a énormément de gamins, leurs parents ont Amazon Prime ou ils ont Amazon Prime, ils peuvent s'abonner et devenir membres une fois par mois à une chaîne. Et ça, c'est une manne financière gigantesque pour énormément de vidéastes. Les investissements aussi, etc., etc. C'est plutôt récent, la décorrélation audience-revenu. Oui. Bah, je dirais que ça a commencé vraiment. C'est juste un live où il se plaint, en fait. Non, il se plaint pas. Il explique sa situation. Donc, bon, on est arrivé à la fin de tout ce que j'avais à dire sur sa prise de position. C'est pas un live où il se plaint. Il parle de sa position et de son contexte et du moment. C'est pas genre ouin, je me plains. Il parle de sa situation. Et je trouve que c'est très très pertinent. Il l'explique plutôt bien. Il y a énormément de choses très intéressantes et il y a plein de choses qu'on n'a pas abordées dans le sujet qui sont très très intéressantes dans sa prise de position et de tout le bazar. Ce qui est bien, c'est qu'il en parle. C'est ça en fait ce que les gens, tu vois, tu dis ouais, il fait ouin, il se plaint. Non, il parle de la situation de manière transparente. Parce que tous les autres là, ils vous cachent tout ça. Ils disent ouais, non, il voit que de la bonne vibe et gna. Et du coup, vous n'avez pas l'habitude. Quand des gens parlent juste normalement de situation. Et surtout, c'est un live, donc ils discutent avec le chat. Bref, c'était très intéressant. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout, un grand merci à vous. N'hésitez pas à partager. Peut-être qu'un jour, j'atteindrai le Tipeee de la Zoa Prod. Mais malheureusement, c'est compliqué. Je ne suis pas Danny Caligula. J'ai pas le même charisme. Allez, bisous à vous.